Salut les Wargamers, c'est Evie de French MCO, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sam, de la chaîne Squigard pour la revue du tout nouveau livre d'armée pour Warhammer Age of Sigmar 4ème édition, le tome de bataille des Night Owls. Juste avant le début de cette vidéo, quand même vous dire qu'on est rentré cette nuit de Léoben pour couvrir les championnats du monde de Warhammer 40 000, qu'on est très fatigué mais qu'on veut impérativement que cette revue sorte alors parce qu'on aime Age of Sigmar et que ça va continuer sur la chaîne. Les Night Owls ou Ant-Nuit, armés donc de la mort, d'où la présence de Sam avec nous, étaient apparus lors de la deuxième édition de Warhammer Age of Sigmar. C'est une armée très populaire puisqu'elle était aussi disponible déjà dans la boîte de base mais aussi grâce aux éditions Hachette. Là ils arrivent avec un tout nouveau livre d'armée qui permet aussi de redresser la version actuelle de Warhammer Age of Sigmar puisque globalement depuis l'arrivée des lames de corne et des caradrons, on arrive vraiment avec une vraie refonte sur chacun des livres qui fait grandement plaisir. Toi, qu'est-ce que t'attendais en tant que joueur de la mort? Qu'étaient les Night Owls avant et que sont-ils maintenant? alors moi ce que j'attendais au niveau des Night Owls, c'était surtout d'avoir une nouvelle mécanique de jeu, d'avoir un gameplay qui change complètement. Historiquement Night Owls, en tout cas sur la dernière saison, ça a été une armée extrêmement agressive qui tournait autour du fait d'avoir de la cavalerie, des héros, de l'infanterie pour appliquer des malus à l'adversaire. C'était une armée qui cognait extrêmement fort, énormément de mobilité, qui s'est fait taper sur les doigts parce que ça a été un petit peu trop énervé. Là, on change complètement de paradigme, on est sur une armée qui revient un petit peu à ce qu'est l'essence de la mort historiquement, à savoir vraiment de l'englument, beaucoup de points de vie, et on va dire des mécaniques un petit peu moins frustrantes. Ils ont retravaillé sur les terrains, je trouve ça très bien. Il y a quand même un petit caillou dans la chaussure sur une ou deux unités, desquelles on vous parlera un petit peu plus tard, qui peuvent apporter, je pense, malheureusement un petit peu de frustration. En tout cas, ça a été compensé par des coups en points, etc. Donc honnêtement, moi j'attendais surtout du changement, et je dois avouer que je suis pleinement satisfait. Intéressant, c'est vrai qu'en tout cas on sent qu'ils ont essayé d'enlever une grosse partie de la frustration, comme tu l'as dit ça tapait très fort, hein. Les Night Owls ont vraiment surfé on va dire sur la première année de la nouvelle édition d'Age of Sigmar qui a fait, comme tu l'as dit, ils se sont fait taper sur les doigts. Il y avait un principe d'incrémentation de malus plus on chargeait avec des unités différentes, et ce qui faisait aussi justement l'ADN de cette armée, c'était le fameux éthéré, le fait d'avoir une sauvegarde qui n'était jamais modifiable, ce qui veut dire qu'on était très adversaire dépendant. Si celui-ci avait beaucoup de reines, on avait une armée qui était astro-pétée, et si on avait quelqu'un qui n'avait pas justement de perforation d'armure, et justement on se retrouvait à payer en coup en point des unités pour pas grand chose. Là vous allez voir, ils ont complètement lissé la chose, ça fait que maintenant tous les morts en gros ont une sauvegarde non modifiable à 6, par contre ils ont rajouté des points de vie et l'équivalent d'une protection, c'est-à-dire d'un jet de dés supplémentaire une fois qu'on a raté sa sauvegarde pour tenter de ne pas perdre les PV sur du 5+. Ça veut donc dire que même pour le jour Night Owls, ils vont être sur moins de frustration par rapport à d'autres mécanismes comme les blessures mortelles, et ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu considères que c'est une armée qu'on pourrait conseiller à un débutant? Alors oui, déjà niveau modélisme, c'est une armée qui est absolument magnifique. Je pense qu'en V2, quand cette armée est arrivée, c'était complètement révolutionnaire. On avait quelque chose de très aéré, très dynamique, très aérien. Donc déjà, c'est un vrai plaisir au niveau de la peinture. Ensuite, au niveau du jeu, comme je l'ai dit précédemment, on avait une armée qui était, et comme tu l'as souligné, très dépendant de ce que jouait l'adversaire. Aujourd'hui, concrètement, vous avez 2 fois plus de points de vie, vous êtes moins sensible à des mécaniques comme la blessure mortelle, etc. Donc, on n'oublie pas en plus qu'à OS, tout ce qui est dégâts se répartit sur les unités entièrement. Donc, à l'époque, quand vous loupiez une sauvegarde, sur Scarbrand, ça faisait 8 morts, quoi. Voilà, c'était absolument monstrueux. Là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui se lisse beaucoup plus. Vous allez avoir des wards qui vont lisser le fait que vous avez loupé votre sauvegarde, etc. Vous allez avoir un gameplay qui est complètement différent et je pense beaucoup plus abordable. Avant on avait quelque chose de très agressif où il fallait savoir taper au bon moment. Là je pense qu'on est revenu à vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus d'englument. Ça va être plus simple à prendre en main. Il y a aussi beaucoup moins de traits de bataille. Donc honnêtement, je pense que c'est une très bonne armée pour débuter, en tout cas sur 7v4. Yes, on parle toujours de moteur de frustration, attention quand même, pour l'instant l'armée vient de sortir, donc à voir ce que ça va donner. On sait aussi que Game Workshop adapte aujourd'hui, en tout cas avec des patchs d'équilibrage tous les 3 à 6 mois, les coups en points. C'est peut-être la seule doléance, c'est qu'on va rentrer dans une armée un petit peu de stat check, où finalement, est-ce qu'on aura assez de balles pour gérer justement tous ces Ant-Nuits avec leur protection à 5 et beaucoup plus de PV. C'est là où peut-être que justement ça va créer de la frustration. Et ça m'amène sur ma prochaine question, qu'est-ce que tu as pensé de l'équilibrage interne et externe du livre? Donc au niveau de l'équilibrage interne, c'est très cool parce qu'on a envie de tester absolument tout dans ce Battle Tome. L'infanterie qui a l'air hyper efficiente, la cavalerie qui, même si elle n'a pas eu les mêmes évolutions, a pas augmenté en coup en point, donc c'est aussi un moyen d'avoir un équilibrage interne assez sympa. Modulo peut-être les Lamman revenants qui eux ont l'air d'être un vrai moteur de frustration. Au niveau de l'équilibrage externe, ce qui fait un petit peu peur justement, c'est ce mécanisme de DPS check où on va avoir beaucoup de points de vie et peut-être que certains archétypes d'armées n'auront pas les moyens tout simplement de sortir autant de points de vie avec autant de wards et un petit peu de récursivité quand même.
Avant de rentrer dans le dur des règles et donc de présenter les mécanismes des nouveaux Nighthawk Antui, juste dire que le livre il est magnifique, il fait 106 pages, des illustrations de fou, un lore plutôt cool, et ça fait plaisir en tout cas de nous réconcilier avec le papier du côté des livres d'armée. Qu'est-ce que t'en as pensé? Complètement, je trouve que là pour le coup on sait qu'on en a pour notre argent, le bouquin est absolument magnifique, comme tu l'as dit il y a des belles illustrations, il y a des doubles pages avec des cartes qu'on n'avait pas vues, chose que moi j'avais beaucoup apprécié au lancement de la V4 avec le bouquin de la V4, donc honnêtement très très cool. On va passer évidemment plus de temps sur la partie règles, mais au niveau de la taille dans le bouquin, la partie règles c'est vraiment pas la plus grosse partie, donc vous en avez vraiment pour des dizaines et des dizaines de pages de lore, d'illustrations, c'est très 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 sympa. On rentre maintenant dans le dur, on va s'attaquer aux règles de faction, on va avoir donc les traits de bataille, quoi qu'il arrive vous aurez toujours toutes ces règles. La première c'est l'iconique règle passive éthérée, modification en tout cas dans la version française qu'on a, si jamais c'est une erreur de trad, on mettra en premier commentaire justement un errata. Là c'est le fait d'ignorer uniquement les modifications négatives liées aux sauvegardes. Là je vois tout de suite les gens qui vont dire quoi. Non, ne vous inquiétez pas, comme l'a dit Toussam tout à l'heure, de toute façon ils ont en général doublé le nombre de points de vie des figurines. Par contre ils ont passé leur sauvegarde qui historiquement était à 4 pour les personnages, ce qui était tanky, et 5 on va dire pour les petits fantômes qui avaient eu une vie pas ouf, qui était justement à 5. Là ils ont quasiment tout mis à 6 avec une protection à 5. Là ce qui est intéressant c'est le fait qu'on va ignorer les modificateurs négatifs pour donc les unités Antui à l'exclusion de Nagash. Pareil, pas d'inquiétude, Nagash lui a une sauvegarde à 3 et une protection à 5. Ce qui est assez intéressant, c'est que avant c'était ignorer les modificateurs négatifs et positifs, mais que finalement si on exclut Nagash, on va se dire qu'on va potentiellement pour un ordre de défense en règle passer de 6 à 5, ça veut dire que ça ne sera réellement utile que sur la perforation 1, mais qu'en tout cas si jamais on se fait attaquer avec des petites attaques qui n'auraient pas de perforation, on va littéralement doubler sa capacité de tanking. Ouais, c'est vrai. Alors, à noter quand même que ce petit changement fait sens vis-à-vis de nouvelles règles de la V4, qui, avec notamment l'attaque en règle, qui vous donne un malus à la sauvegarde lorsque vous avez un bonus à la touche. Donc, ça fait sens. Maintenant, quand on a une sauvegarde à 6 sur la plupart de ces unités, est-ce que c'est grave de plus du tout avoir de sauvegarde ? Honnêtement, non. Donc, plutôt un changement assez intéressant. Vous verrez que tout ça va dans la ligne de ce qu'on a dit, modification des points de vie, modification de la ward, modification de la sauvegarde. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus peur sur ces héros pour le coup, parce que eux, on n'a pas envie de les voir mourir. Maintenant, sur la troupaille, on va globalement tanker au PV. Si on peut aller castagner avec un all-out attack, on sera très content de le faire quand même. Yes, ensuite au niveau des autres règles passives, ça va être l'effroi croissant, puisque tout simplement on va soustraire comme capacité de contrôle d'objectif pour les unités qui seraient à portée de mêlée, donc 3 pouces de n'importe quelle figurine Nighthawk, le numéro du round. Round 1, ça sera donc -1 au contrôle d'objectif, round 5, ça sera -5. Honnêtement, je pense que c'est extrêmement bon. Pourquoi ? Parce qu'en Nighthawk, on parlait d'englument, mais ça va pas être de l'englument au socle, ça va être de l'englument au point de vie. Donc mine de rien, même les unités qu'on va avoir tendance à renforcer, ça va être des unités sur des socles de 32, donc on n'a pas forcément des énormes effectifs. Si on peut aller diminuer le score de contrôle des adversaires avec ça, surtout que nous on a quand même des moyens de récursion, on a quand même beaucoup de résistance, je pense qu'en fin de partie ça va vraiment avoir un impact assez fort. Pour le coup c'est un trait de bataille qui n'existait pas du tout avant. Je pense que c'est extrêmement bon. Yes, on continue ensuite avec un ordre spécifique Nighthawk, tout simplement une fois par tour à votre phase de mouvement, pour un petit pion d'ordre, vous allez pouvoir faire une translocation éthérique, tout simplement choisir une unité Antui qui ne soit pas à portée de mêlée et la replacer n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. On rappelle bien évidemment que de toute façon à Age of Sigmar, une unité placée ne peut jamais rebouger. Exactement, donc ça pour les joueurs historiques Nighthawk, c'était une règle qui avant, il y a très longtemps, en 2018 était réservée au général, donc c'était très peu joué. Honnêtement, c'est très bon. On prenait notamment des Allrack ou des Dreadblade Arrow en Nighthawk justement pour pouvoir faire ça. Donc ça, maintenant, tout le monde peut le faire. Petite perte d'intérêt du coup pour les War Scrolls qui avaient cette spécificité. C'est très bon, c'est du mouvement, c'est de la mobilité. On prend. Yes, ça va avec le fait de devoir choisir une quête, en tout cas au moment où on fait sa liste d'armées. On rappelle que pour la plupart ça ne marche pas si on a été placé, setupé en anglais à ce tour, mais ça veut aussi dire que dès qu'il va nous rester une de figurines, en plus de nouveaux mécanismes justement de rip-up, donc pour pouvoir en ramener, et ben on va pouvoir anticiper round 4 par exemple, le fait de dire bah attends, au moins round 5 je suis déjà en position pour pouvoir aller finir justement ma quête. Dernière règle de faction, c'est tout simplement le terrain, ce qu'on appelle le nexus de deuil. Ici en réalité ce terrain, c'est 3 petites zones qui vont pouvoir être placées en dehors du territoire ennemi au moment de la phase de déploiement, qui doivent être à plus de 3 pouces d'autres éléments de terrain ou des objectifs, et qui doivent être au moins espacés chacun à plus de 12 pouces les uns des autres. Si on regarde un petit peu maintenant leurs règles, on voit qu'ils vont déjà empêcher les ordres à 3 pouces 2, et on voit aussi qu'ils vont pouvoir justement amener un premier mécanisme pour les unités qui seraient entièrement à 12 pouces d'aile, que de pouvoir amener des 3 points de vie ou figurines à l'intérieur d'elle, ou en tout cas il faut, on le rappelle dans ces nouveaux justement soins de cette édition d'Age of Sigmar, arriver au moins à une tranche complète d'une figurine pour pouvoir la ramener
à la vie. Et aussi, dernier justement point de ce décor, c'est le fait qu'on va être capable justement de le téléporter pendant la partie, tout en maintenant les contraintes que je viens de vous présenter. Qu'est-ce que tu penses toi de cet élément de terrain? On voit que chez certaines factions, je pense au Stormcast, on le joue tout le temps parce qu'il t'apporte justement une téléportation supplémentaire, mais pour d'autres armées, c'est un petit peu mauvais goût, et donc l'adversaire va souvent plus l'utiliser contre nous que nous-mêmes. Alors c'est vrai, maintenant je pense qu'il faut un petit peu nuancer avec ce terrain. Pourquoi déjà on n'est pas obligé de placer les 3. Si on veut en placer que 1 parce qu'on a peur d'offrir des tremplins, on peut le faire. Comme on l'a dit, je pense qu'on va partir sur beaucoup de masse, de l'englument, etc. Donc normalement on va avoir de quoi protéger son terrain. Surtout que vous verrez, vous avez très certainement remarqué au niveau des traits de bataille, mais tout ce qui nous poussait à envoyer des héros au corps à corps est terminé. Donc on va retrouver un petit peu ces héros fond de cours qui vont pouvoir protéger les terrains, etc. Et en plus c'est des terrains qui se déplacent. Donc, je pense qu'il va y avoir un entre-deux, je suis pas sûr qu'on en joue systématiquement 3. Maintenant, c'est encore de la récursivité, on ramène des points de vie dans des unités, on ramène des modèles. On a parlé du fait que Nighthaunt va être a priori très résistant aux points de vie. Et bah, si en plus tu ramènes ces points de vie, ça va commencer à faire beaucoup. Très très cool, hein, la direction qu'ils sont en train de donner aussi justement aux différents terrains. Faut savoir maintenant qu'en tout cas dans Age of Sigmar et dans cette édition, c'est très cool parce que chaque armée va avoir vraiment son ADN. On l'avait vu avec les Caradrons, avec justement des terrains qui vont pouvoir ripoper, qui vont pouvoir jouer de façon complètement indépendante. Là c'est assez sympa de se dire que comme tu dis, ça offre une latitude de jeu où c'est pendant la game que le général va être récompensé par rapport à ses choix. Complètement. Donc voilà, et, effectivement comme tu l'as dit, je pense que ça va être assez fin, puisque tout ce qui est déplacement, c'est un seul qu'on peut déplacer par tour. Donc vous n'allez pas pouvoir déplacer les 3, donc effectivement pour pas filer des tremplins, va falloir être assez fin sur la manière de les utiliser, et peut-être pas tous les utiliser, dépendamment du match-up, de ce que l'adversaire est capable de le téléporter, de mettre sur table, etc. On a fait le tour des traits de bataille, toi encore une fois, t'es content ? Je suis content, on retrouve un petit peu cette logique qu'on a retrouvée chez Khorne qui est de lisser, simplifier. Ils ont déporté un petit peu la complexité ailleurs. C'est pas mal, comme on l'a dit tout à l'heure, ça facilite aussi l'entrée pour les débutants, donc c'est très cool. Yes, on rappelle, les traits de bataille, vous aurez tout le temps. Ce que vous allez par contre pouvoir adapter dépendamment de vos listes d'armées, ce sont les formations de bataille, elles sont au nombre de 4. On commence par la première, disparaître et réapparaître, c'est une aptitude que vous allez pouvoir déclencher pendant votre phase de mouvement, une fois par tour. Vous allez donc pouvoir choisir une unité ente-nuit qui soit en partie de mêlée, et celle-ci va pouvoir jeter un D6 et se déplacer un petit peu comme elle le souhaite, et elle va même pouvoir engager d'autres unités. Alors, on retrouve des mécaniques comme ça dans d'autres armées, en Skaven, vous le verrez peut-être dans un BT de la mort à venir. Il y a des mécaniques comme ça qui en général sont en fin de tour, ce qui apporte quand même que le joueur va être bloqué au moment où il va commencer son tour. La première fois que j'ai lu, j'avais pas vu que c'était une unité qui devait être engagée, donc je trouvais ça extrêmement balèze. On pensait que c'était comme l'ancien Khorne justement. Voilà, donc un peu comme une Murderlust. C'est fort, je pense que ça va demander énormément de doigté pour pouvoir maîtriser ça comme il faut. Maintenant ça s'inscrit quand même dans cet ADN d'englument, donc c'est pas à mettre à la poubelle, c'est fort, mais c'est pas facile à maîtriser. Petite précision, c'est une aptitude de mouvement basique, ça veut dire qu'elle remplacera une aptitude de mouvement. Ça veut aussi dire qu'on peut s'en servir pour désengager, puisqu'on n'a pas l'obligation justement de finir à 3 pouces d'unité ennemie, et ça voudra dire donc qu'on fera un repli sans prendre les blessures mortelles. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une excellente transition avec justement la deuxième formation, qui est Rôdeur de la Meur. Il n'y a aucun échappatoire. Ça va être aussi une aptitude qu'on va pouvoir utiliser une fois par tour à votre phase de mouvement. On va pouvoir choisir une unité ente nuit, et pour le reste du tour, elle va pouvoir quand même charger et tirer un tour où elle va faire un repli, et là pour le coup, ça sera un repli officiel sans prendre de dégâts. C'est très fort, c'est ce qu'on avait dans l'index, c'est énormément de projections, ça va vous demander d'avoir une unité par tour qui va soit partir en missile, soit aller chasser autre chose. C'était fort, c'était excellent, ça reste excellent, ça a tendance à mon sens à éclipser un petit peu les autres malheureusement, et ça c'est tout le temps fort. Yes, et j'aime bien ce que tu dis en fait, ça éclipse un petit peu les autres, et ne serait-ce que si vous commencez, jouez celle-là, puisqu'en fait elle est tout le temps bonne, et elle vous apporte tout le temps de la latitude de jeu, même si vous faites des boulettes. À noter d'ailleurs que c'est la seule qui est restée en l'état par rapport à l'index. Tout a été refait, et ça vraiment j'aimerais insister là-dessus, gros boulot sur les artefacts, les traits héroïques, les formations, les battle traits, tout. Ça, c'est un reliquat. Bon, c'était fort, ça reste fort. Yes, on continue avec Lost Hurlant. On va avoir comme règle la pétrification. C'est une fois par tour à la phase de héros adverse. On va choisir comme cible un héros de ce livre. Et pour le restant du tour, les unités ennemies ne pourront pas désengager de ce héros. Je précise héros. Parce que ça aurait été beaucoup trop fort sans ça. Exactement. Alors, effectivement, le souci, c'est que ça concerne des héros. Comme on l'a dit, les traits de bataille ne nous incitent pas autant qu'avant à envoyer les héros au corps à corps. Les héros ont perdu de la sauvegarde, les héros Nighthaunt n'ont pas beaucoup de points de vie. Si vous jouez Nagash, ça peut être très intéressant.
Maintenant, si vous jouez pas Nagash, je vois pas vraiment de raison d'aller chercher ça. Vos héros vont pas faire 1000 ans au corps à corps. On a grosso modo 7 points de vie maximum. Donc ça va vraiment être spécifique en fonction de votre liste. Yes, ce qui est sympa, c'est que ça peut aussi être complètement game breaker, c'est-à-dire que c'est ce qui peut te faire littéralement gagner une partie. Et on termine avec la rancœur fatale, c'est une aptitude pareille qu'on va avoir une fois par tour à la phase de héros adverse, on va pouvoir choisir jusqu'à 2 unités en tenue et on va hériter de la règle anti-charge plus 1 perf, c'est-à-dire que si jamais à ce tour vous réceptionnez une charge, alors vous aurez plus 1 la perforation d'armure de toutes vos armes. Ouais, donc 2 choses, on a perdu l'équivalent plus 1 perfo qu'on avait avant, donc ça c'est cool. Maintenant, on va choisir les unités au début du tour adverse, donc l'adversaire en aura connaissance, il risque d'avoir la possibilité d'aller ailleurs. Le problème, c'est que c'est dépendant de ce contre quoi on joue. Tu joues contre du Night Haunt, bah, ça te sert strictement à rien. Tu joues contre de la sauvegarde un peu pourrie comme de la Death, ça sert strictement à rien. C'est moins polyvalent. Ça peut être très fort peut-être dans du jeu d'équipe, mais en tout cas en solo c'est beaucoup moins polyvalent. Yes, on vient de voir les 4 formations, donc on voit que la meilleure sera clairement celle qui offre la latitude de pouvoir désengager, tirer, charger, et derrière comment est-ce que toi tu classerais les 3 autres? Je pense que la première est pas nécessairement moins forte, mais en tout cas elle est beaucoup moins facile à utiliser que les rôdeurs de la mort. Pourquoi ? Parce que ça va vous demander quand même de jouer quasiment sur 2 tours. Un tour où vous allez être engagé, un tour où vous allez quasiment power through. Donc c'est très fort. Dans une mécanique de double tour aussi, ça peut être extrêmement intéressant pour pouvoir empêcher des contre-charges, des redeploys et ce genre de choses. Je dirais que la troisième est très dépendante de ce qu'on joue. Si on joue pas Nagash, ça me paraît compliqué. Et la dernière est, à mon sens, un petit peu en dessous parce qu'elle est dépendante de ce contre quoi on joue, elle est dépendante aussi du scénario. Il y a des scénarios où on va devoir jouer très éclaté, donc l'adversaire va avoir le choix d'aller ailleurs. Voilà, si je devais faire un petit classement, je mettrais les 2 premières aux 2 premières places, la troisième à la 3e place et la dernière à la dernière place. Yes, moi je mets quand même un petit focus sur celle qui empêche le désengagement sur les héros. Comme tu l'as dit, bien évidemment, hein, les héros ça va être de la mousse, mais justement c'est peut-être là aussi on va voir que certains bons joueurs vont avec une micro un petit peu parfaite, tu vois ce que je veux dire, complètement bloquer parfois le plan de jeu. Une des doléances historiquement qu'on avait sur cette édition de Warhammer Age of Sigmar, c'est qu'on jouait moins de packs, moins d'unités. Là ça a un petit peu été changé d'ailleurs avec la dernière saison, mais le fait est quand même que justement en termes de micro, tu vois ce que je veux dire, on va peut-être arriver à faire des mouvements d'éclat comme ça, qui vont un petit peu figer une game et se dire ouais mais là c'est par le skill. C'est clair, en fait ça va être vraiment dépendant du niveau du joueur. Et là, en plus de ce qu'il propose au niveau de la liste, en tout cas, c'est sûr que c'est moins simple à maîtriser que les 2 premières. Yes. On passe maintenant du côté des traits héroïques. On va en retrouver 3. On a fait le tour des 4 formations. Il faut quand même noter que la première, c'est-à-dire celle qui permet, quand on est en mêlée, d'aller potentiellement engager une autre unité, est quand même à 40 points. Là, si on refait un petit peu le classement, tu confirmes ce que tu avais dit, c'est-à-dire que la plus polyvalente, ça va être justement celle de repli tir-charge pour une unité. Et derrière, comment est-ce que tu verrais le reste ? Honnêtement, la première est tellement forte si on sait l'utiliser que ça me choque pas qu'elle soit à 40 points, mais du coup ça veut juste dire qu'il va vraiment falloir être sûr de ce qu'on fait et adapter la liste à ça. Yes, juste moi celle que je trouve très très cool, c'est donc la pétrification, celle qui fait qu'on choisit un héros, on ne pourrait pas s'en désengager. Je rejoins ce que tu avais dit tout à l'heure sur le fait que les héros allaient être un petit peu de la mousse avec 7 PV ainsi de suite, mais justement en fait avec la portée de 3 pouces, on peut aussi espérer que la personne ça soit sur son mouvement de mise en contact qui soit un petit peu obligé de rentrer à portée de nos héros, donc potentiellement ils prennent que quelques attaques, et par contre que si on est meilleur que l'adversaire en termes de micro, on puisse un petit peu aller le bloquer des fois, et clairement c'est sur un mouvement qu'on peut parfois justement scléroser une partie et donc la gagner, et j'aime bien ce genre de petit mouvement d'éclat qui va favoriser le skill, mais en tout cas clairement ça sera, il n'y a aucun échappatoire en 1, peut-être que disparaître et réapparaître celle qui coûte 40 est justifié de ce côté là, c'est bon ? Ouais. Très clair. On passe maintenant du côté des traits héroïques qui sont au nombre de 3. Le premier, d'ailleurs, qui va coûter 20 points. Encore une fois, on voit Game Workshop avec cette volonté d'équilibrage en mettant des coups en points aussi sur des artefacts ou des formations. Là, au niveau des traits héroïques, le premier, celui donc à 20 points, c'est Maître des Hostes spectraux. Vous allez utiliser une fois par tour à votre phase de héros ce petit personnage. Vous allez choisir 3 unités en tenue qui soient entièrement à 12 de lui et vous allez jeter un D3. Et sur un 2+, vous allez pouvoir soigner les unités et si jamais les figurines étaient full point de vie, alors tout simplement vous allez pouvoir ramener une figurine à la vie si votre D3 correspond au nombre de points de vie d'au moins une figurine. Aujourd'hui tout le monde a minimum 2 PV, donc globalement vous aurez 2 chances sur 3 de pouvoir à minima ramener un modèle sur 3 unités. C'est bon, ça participe à l'engluement, puis surtout ça permet aussi de lisser quand on a une figurine à un seul point de vie avec le terrain de faction. Le premier soin va revenir en fait à ramener un point de vie, puis derrière vous allez pouvoir ramener un modèle. Donc honnêtement, ça synergise bien, c'est cohérent que celui-ci soit payant et que les autres ne le soient pas.
c'est juste fort. Ensuite, le deuxième, ça va être Possesseur Funeste. À n'importe quelle phase de mêlée, vous allez tout simplement choisir un héros à portée de mêlée de votre personnage qui porte cet artefact, jeter un dé et sur un 3+, choisir une de ses armes et il va pouvoir taper les mecs qu'il y aura à côté de lui. Alors, ça rappelle un petit peu la règle qu'avait eu Shoran avec son sort avant, sauf que là ça vous demande aussi d'avoir un héros engagé, etc. Quand on a vu le sort du Shoran à l'époque, on s'est dit trop fort, sauf qu'en fait c'est pas extrêmement compliqué de jouer autour. Là en plus ça vous demande que ça soit un héros qui déclenche ça au corps à corps. C'est drôle, je suis pas sûr que ça soit extrêmement balèze. Yes, et il ne peut pas faire Harakiri, il ne peut taper que sur une idée qui sera justement à portée de lui. Et enfin, le dernier, c'est tout simplement l'aura ténébreuse. À partir du moment où une unité va faire un redéploiement entièrement à 12 pouces de cette figurine, elle aura aussi -1 pour être touchée jusqu'à la fin du tour. C'est extrêmement fort parce que ça va vous donner en fait du potentiel de points de vie supplémentaires, etc. En fait, ça va vous permettre de survivre. En plus, globalement, les unités qui font un redéploiement une fois sur deux, c'est quand même pour se protéger. Donc là, on se dit au pire, t'as un -1 pour être touché. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Vous verrez en plus au niveau des unités, que ce soit les 40 faucheuses ou même au niveau des traits de bataille, où avant on appliquait des -1 à la touche, on l'a pu. Au niveau des sorts, on n'a plus le -1 à la blesse. Donc aller chercher des mécaniques comme ça de debuff de l'adversaire quasiment. C'est gratuit, bah c'est juste très bon. Yes, et ça va aussi se combiner avec le fait que dans cette saison, en tout cas, si jamais on fait une défense en règle, ça ne s'applique que sur l'activation de l'attaque et plus sur tout le tour. Ouais. Là, on peut justement être chargé par plein d'unités, le malus de -1 va se garder tout le temps. C'est excellent. Yes. On enchaîne ensuite avec les artefacts de pouvoir. Le premier, c'est le bras 02. Nagashizar. Merci, parce que sur la première prise, c'était pas ça, je suis pas assez dormi. En tout cas, celui-ci, il va tout simplement permettre, un petit peu à la manière justement de l'aura ténébreuse qu'on vient de voir au niveau du trait héroïque, de choisir une unité entièrement à 12 pouces du porteur de cet artefact qui voudrait faire un redéploiement, et là, il fera minimum 4 sur le D6. Ouais, c'est un classique, on le voit dans beaucoup de bouquins. Ça manque un petit peu de saveur, mais c'est pas nécessairement mauvais. À mon sens, il y a mieux à aller chercher à côté. Donc, bon, circonstanciel. Yes, en tout cas celui-là est gratuit, donc il est meilleur. Exactement. Puisque le deuxième, il est payant, en tout cas pour l'instant, avec la valeur en coup en point de ce livre. Puisque le deuxième, c'est l'éclat de lune de moisson. On va pouvoir utiliser une fois par bataille, ça se déclenchera à la phase de mêlée. Et tout simplement, le porteur, s'il est en mêlée, va donner plus une attaque à toutes les unités Nighthaunt qui seront entièrement à 12 pouces de lui. Mais donc on peut en espérer 2 à 3. Ouais, exactement, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. On l'a dit, on va avoir, je pense, tendance à jouer des blobs, donc le blob entier va bénéficier d'un plus une attaque. Offensivement, on a perdu quand même dans ce bouquin par rapport à avant, donc pouvoir décider d'aller enfoncer fortement au moment où on a envie de cogner, c'est très bon. Voilà. Donc ça va juste vous demander d'envoyer un héros au corps à corps. C'est pas très grave, si vous avez chargé, normalement vous avez l'initiative, vous avez beaucoup de mouvements. C'est cool. Yes. Et le dernier, c'est Miroir des échecs retentissants. C'est une réaction dès qu'un prêtre ou un sorcier va faire un sort à 12 pouces du porteur. En gros, vous allez pouvoir jeter un D3 et sur un 2+, vous allez mettre -1 à la récitation au cast. Et si jamais il échoue, alors il va prendre une petite blessure mortelle. Compliqué parce qu'on a plus autant envie d'envoyer nos héros au corps à corps. 12, c'est quand même pas beaucoup. Les sorciers en général, sauf les gigatons, sont plutôt fond de table. J'aime pas trop. Avoir un cocktail, si dans cette mécanique, tu sais, d'espèce de rouleau compresseur, plus d'attrition, mais maintenant de tanking, à partir du T3, tu vas pas juste tellement tanker au PV que tu sais, tu vas se dire que ça sera juste des bulles de 12 pouces dégueulasses, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai, mais au final, ça veut dire que tu l'as quand même relativement tard dans la partie. En fait, quand on voit ce qu'il y a à côté, en fait, je préfère aller prendre ce qu'il y a à côté. Ah, je suis d'accord avec toi. Pour toi, en priorité, ça sera le plus une attaque une fois par partie, parce que c'est vraiment le moment où tu vas balancer ton attrition, ou le redéploiement à 4, parce que potentiellement, il synergisera avec le trait héroïque. Ouais, honnêtement, je partirais quand même vraiment sur l'éclat de lune de moisson. Pour moi, c'est évident qu'il soit à plus 20 points, parce qu'en fait, il est juste, à mon sens, meilleur. On passe maintenant au domaine de sort, qui fait vachement plaisir puisque grosse refonte. On va commencer par le sort qui est en illimité. Ça veut donc dire que tous les sorciers peuvent tenter de les lancer justement différemment. Attention, un sorcier ne peut pas tenter de lancer plusieurs fois le même sort, même quand celui-ci est illimité. Il va avoir le premier en tout cas une valeur de lancement de 6. Il va permettre de choisir une unité amie qui sera entièrement à 12 pouces du sorcier. Et alors, contrainte, si cette unité envoie toutes ses attaques sur le même ennemi, alors par contre d'infliger un nouveau malus à la perforation d'armure de -1. Ouais, alors c'est très bon, déjà c'est très bon parce que c'est du 6, donc voilà. On n'oublie pas qu'en Nighthaunt, les sorciers bougent très bien, donc 12 de portée c'est pas très grave sur des unités amies. Je trouve ça toujours extrêmement fort d'avoir des unités à soi qui appliquent des debuffs, pas dire permanents, mais sur des unités ennemies, ce qui veut dire que le reste de l'armée va en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir avoir un élément déclencheur qui va activer en premier pour faire l'effet du sort, et ensuite un élément d'attrition qui va venir nettoyer. C'est meilleur que dans la version actuelle, parce que dans la version actuelle, on n'a pas énormément de points de vie,
Là, en fait, quand vous allez envoyer 20 Blade Guest ou 20 Reaper, vous allez envoyer 40 PV en Ward à 5. Même sur une riposte, ils se feront jamais asmater. Donc honnêtement, c'est un très bon sort. Faut pas oublier ce qu'on avait avant. Avant, on avait un Shade Mist qui mettait un -1 à la blessure. Donc on perd un petit peu en résistance. Maintenant, on a des armes offensives, on en a besoin, parce que globalement, le bouquin en a perdu. Donc je pense que c'est un très bon sort illimité, surtout qu'en Night Haunt, on a accès à des très bons sorciers. Donc c'est parfait. Et justement, tu penses pas que le fait d'avoir des packs un petit peu obèses, tu vois ce que je veux dire, potentiellement, là, le fait de rediriger toutes ces attaques vers la même unité pour bénéficier de ce bonus, va pas justement rendre la mise en place un petit peu difficile? Va pas falloir jouer que des gros packs, c'est-à-dire tu vas jouer peut-être une unité qui va être là pour déclencher, je dis au hasard 10 chaînes rasp, qui vont avoir pour seul et unique but d'aller filer un +1 perforation virtuelle à l'unité qui va taper après, puis l'adversaire va être obligé de taper sur l'unité qui aura pris virtuellement le buff. Donc en fait, mine de rien, tu vas les garder, tes chaînes rasp. Si t'es dans la bonne allégeance, au tour suivant, ils pourront désengager, charger pour aller appliquer le debuff à quelqu'un d'autre. Ça va demander d'adapter la liste, il va pas falloir jouer que des gros blobs. Et je pense que ça va être assez sympa d'essayer de jouer autour. Yes. Ensuite, deuxième sort, c'est la contorsion des âmes. Celui-ci passe sur du 6. Vous allez pouvoir choisir une unité uniquement d'infanterie entièrement à 12 pouces du héros. Et elle va pouvoir faire un mouvement normal ou de repli comme s'il s'agissait de la phase de mouvement. Ouais, alors à noter que du coup ça marche pas sur ces héros, donc le coup de je récupère ma portée parce que j'ai mal mesuré, ça ne marche pas, c'est très très fort. Moi j'aime beaucoup ce sort, sur du 6 c'est absolument monstrueux, c'est un mouvement en face de héros, ça a toujours été très bon, c'est très très bon, ça vous donne de la projection, vous avez une armée qui bouge globalement de 8 à peu près partout, bah que dire, c'est très fort. Yes, et encore une fois, là on le dit, on est sans doute sur une des premières armées vraiment de Swarm de cette 4ème édition, ou en tout cas on a un nouveau livre d'armées qui nous permet de le faire. C'est vraiment fort puisqu'en fait on va pouvoir enfermer l'autre chez lui avec des packs comme tu l'as dit, avec énormément de points de vie, beaucoup de craquage potentiel, hein. Quand on annule les PV perdus sur du 5, bah, c'est un tiers la stat, mais en réalité il suffit que justement de passer quelques PV et votre adversaire a enfermé chez lui, ça veut dire plus de primaire, ça veut dire un tour de retard par rapport à ses quêtes maintenant avec cette nouvelle édition. Enfin c'est beaucoup de choses qui font que on peut quand même rentrer un petit peu dans la frustration là-dessus. Ouais, puis surtout qu'on a pu ce côté de ok, je tank très bien, mais les BM me mettent très cher. On a multiplié nos points de vie par 2 et on a gagné une ward. Donc virtuellement, vous avez multiplié votre tankiness par 4 sur les blessures mortelles. Donc c'est plus un problème. Donc effectivement, va falloir voir vers quoi on s'oriente. Maintenant, on voit quand même que Games a anticipé ces changements parce que vous verrez sur les unités qui sont susceptibles de bénéficier au max de ces bonus, on a pris des grands plus 60, ce qui est énorme. Voilà. Yes. Ensuite, le dernier sort, c'est la chaîne de la mort. On choisit une unité à 18 pouces et visible du héros et celle-ci a frappe en dernier. C'est excellent déjà parce que ça synergise extrêmement bien avec le sort illimité. Vous mettez le buff puis vous enchaînez, comme ça il n'y a même plus de problème. C'est à 18. Donc 18 c'est pas compliqué, on parlait tout à l'heure d'aller chercher des sorciers adverses à 12, bon c'est pas simple, là aller chercher des unités à 18, bah, c'est pas trop un problème en Night Haunt. Donc honnêtement, un domaine de magie qui est tout bonnement excellent, tout est utilisable, tout est jouable, j'aime beaucoup. Yes, à noter qu'il n'y a pas de prière. Donc là, on a vu entre justement les traits, les artefacts et le domaine de sort, un petit peu les mécanismes, les leviers stratégiques dont on allait avoir. Mais comme tu l'as dit, là, on a un frappant dernier, on a un sort qui permet de mettre -1 à la sauvegarde à partir du moment où l'unité Night Haunt qui aura été buffée, justement, aura tapé. Et en plus de ça, on a la possibilité de faire un double move ou un repli move. Franchement, t'as quand même tous les outils pour t'épanouir avec, encore une fois, des figurines qui ont le mot-clé vol et qui bougent principalement de 8. Complètement, puis on peut imaginer par exemple le premier sort, tu vas le balancer sur un héros de cavalerie qui va juste être là pour aller appliquer le debuff. Si t'as passé ton fight last, t'es heureux, puis ensuite t'enchaînes et tu déroules. Donc honnêtement, ils ont complètement changé la dynamique de l'armée et rien que ça c'est plaisant. On passe maintenant les amis du côté des domaines de manifestation. Vous allez voir que globalement elles vont tous être invocables sur du 6, elles sont au nombre de 3. On va avoir la première qui est la faucheuse de Shaiish qui va permettre de faire une attaque dégâts 4. On va pas trop en parler parce que globalement c'est pas ouf. Ensuite, on va avoir la chasse des âmes, qui est tout simplement une manifestation qui, quand elle a des morts à côté d'elle, va justement incrémenter un compteur, et à partir du moment où le compteur sera à 6, alors à la fin d'un tour, on va être capable de jeter 6 dés, et sur chaque 4+, d'appliquer une blessure mortelle. Et enfin, la dernière, sans doute la plus structurante, qui va être le Terminexus Mortalis, qui, elle, va te permettre, sur un 2+, quand on est à 3 pouces d'elle, de pouvoir choisir parmi soit le fait d'être soigné de 3, soit d'ajouter 1 aux courses et aux charges. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, déjà le premier truc, c'est que les domaines de manifestation, quand on lance les manifestations, on est obligé de mettre ça en concurrence avec le domaine de magie. Donc, vu que le domaine de magie est très bon, pour justifier de lancer une manifestation, il faut que ça soit très bon. Donc, comme tu l'as dit, les deux premières,
entre lancer des sorts qui mettent moins un perfo, des tapes en dernier, etc. Ça va être compliqué. Maintenant, la dernière, le plus un cours charge, c'est évident, il y a une allégeance qui vous permet d'aller bénéficier littéralement d'un -2 sur votre jet de charge à la fin, donc c'est très fort. Également, le fait de ramener 3 points de vie, on a parlé tout à l'heure, repasser à ce cap de figurines entières, ça peut vous faire ramener au final 2 modèles, alors que sur les dés, vous alliez faire exactement la même chose. Donc c'est très bon, ça se lance sur du 6, c'est un truc qu'on va avoir proche de ses unités, donc fond de cours, donc il va pas mourir facilement, sauf à ce que l'adversaire investisse de la ressource au tir dessus. Bon bref, sur une manifestation c'est pas rentable, normalement il a beaucoup de pélos devant lui à nettoyer avant ça. La deuxième est très bonne, je pense que les autres ça va être compliqué, mais honnêtement, gros coup de cœur sur la deuxième, parce que ça synergise parfaitement avec le fait notamment que la figurine est maintenant en général 2 points de vie. En tout cas, c'est intéressant parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que invoquer une manifestation, ça t'utilise le lancement d'un sort. Si t'as que, je sais pas, 2 sorciers niveau 1, tu n'auras par tour le fait que de pouvoir lancer que 2 sorts. À la limite 1 pendant le tour adverse, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, juste prendre de l'avance. Mais c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, et moi ça m'a permis un petit peu de revoir ma façon de penser dans Age of Sigmar, où j'aimais moins cette édition, parce qu'encore une fois, on avait des armées qui étaient plus petites. Mais finalement, faut comprendre maintenant Game Workshop pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Ça vous permet de structurer vos achats au moment d'une liste. On va plus normalement acheter 80 ou 85 parce qu'il fallait payer le modèle, tu vois ce que je veux dire, sur les unités, ou renforcer une unité et faire du spam. Faut imaginer que les armées vont coûter un petit peu moins cher, les collections vont coûter moins cher, et que dans sa latitude de jeu au début d'un tour, on va se dire, ok, vu qu'indirectement je ne paye pas mes sorts, ce sont littéralement des unités de plus à mettre sur le champ de bataille, par rapport justement à leur empreinte au sol, par rapport aussi à comment est-ce que je vais être capable de les envoyer sur l'adversaire. C'est super intéressant en fait, vraiment, cette édition, il faut pas la voir comme les anciennes, il faut vraiment voir que maintenant, les sorts sont une ressource sur table supplémentaire, aussi bien au niveau des buffs, mais aussi sur nos pauses et sur nos déplacements. Et donc ma question par rapport à ça, c'est quid de ce domaine versus un autre, parce que c'est au moment où on fait sa liste qu'on va devoir choisir son domaine de manifestation. Donc en équipe c'est facile, parce qu'on peut le choisir qu'une fois, et donc on va choisir un domaine générique, et on va le donner à l'armée la plus forte, ou à son collègue le plus fort. Mais est-ce que tu penses toi, que le domaine, il va synergiser avec le Night Taunt, ou alors il va malheureusement pas être assez bon par rapport au générique? Alors, il y a 2 choses, comme tu l'as dit, il y a l'équipe et le solo. En équipe, il faut savoir qu'en général, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 fois le même domaine de manifestation. Donc, en avoir un correct dans son bouquin, c'est excellent. Je pense qu'en équipe, aller chercher celui Night Taunt, c'est bon. Comme on l'a dit, en fait, soigner des points de vie. En plus, on a déjà vu 2 mécaniques avec le décor, l'optimisation, ça va être monstrueux. En solo, ça peut se discuter. Maintenant, j'ai tendance à penser que le domaine de magie est déjà tellement bon, puis on n'a pas énormément de niveau de lanceur de sorts en Night Taunt non plus, On a des bons sorciers, bon, Nagash mis à part évidemment, mais on peut pas le compter, il est un petit peu spécial. Le domaine est tellement bon que il va vraiment falloir aller chercher 1 ou 2 manifestations hyper synergisantes en plus dans le domaine de manif. Donc je pense qu'il est tout à fait jouable en Night Taunt, même en solo. Et puis il est hyper circonstanciel. Moi j'ai pas envie, si je me loupe sur mon jet de dés, de ramener un PV sur une unité Night Taunt, alors qu'en fait il me manque plein de modèles. Ça permet à coup sûr, le fait que ça soit 3, c'est pas anodin. Si vous manque un PV, vous allez ramener le PV qui manque, derrière ramener une figurine entière, et ensuite vous pouvez redémarrer sur le rip-hop facilement. Donc honnêtement, très bon, je pense en solo, il se prend largement. Yes, moi j'aime beaucoup le fait qu'en plus de ça, il passe à 6, t'es joueur 2, même si un mec commence à jouer, même demain un méta tir qui pourrait en général arriver, ça arrive à 75% des versions, là même si Game Workshop a fait des vrais garde-fous au niveau de la nouvelle règle occultante, sur les objectifs qu'on va pouvoir proquer, enfin plein de choses, le fait de dire au pire je suis joueur 2, à ta phase il passe celui-là sur du 7. Donc en fait celui-là il passe plus d'une fois sur 2, même pendant le tour adverse. Donc c'est génial, au moins il est prêt, il est à côté de toi, tu fais ton attrition, enfin ton adversaire fait son attrition, comme tu l'as dit, tu ramènes un modèle plus tous tes mécanismes, limite tu gagnes des pouces avec ce mécanisme de rip-hop de la première figurine, et après c'est à toi de jouer, tu peux faire un autre mouvement pendant ta phase de héros, dépendamment des synergies, enfin ça amène beaucoup de choses, c'est très 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 cool. Ouais, c'est clair. On passe maintenant au niveau des fiches d'unité, on commence par tout seigneur, tout honneur, et c'est d'ailleurs trop cool de voir que là le dieu de la mort est présent, et surtout que le dieu de la mort va pas avoir le même profil dépendamment dans quelle armée on va le jouer. Donc ça c'est très 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 cool. Là on va le découvrir en Night Taunt, il est à 840 points. Ouais, donc c'est très choquant pour les joueurs 40k d'avoir une figurine à 840 points. Sur AOS on est habitué, donc le châssis c'est le même, 10 de mouvement, 18 points de vie, ça y va à 3, score de contrôle tout à fait bon. Les profils de corps à corps n'ont pas changé. Au niveau de ses aptitudes classiques, donc il a toujours son +2 au lancement des sorts, tant qu'il n'a pas fait un fiasco, etc. Donc ça c'est cool. Il a toujours l'iconique main de poussière. À la fin du tour, on va pouvoir... à noter que je sais pas si c'était le cas précédemment, mais avant c'était dans les mains, maintenant on peut utiliser des gobelets, j'ai remarqué. Donc, voilà. Écoute, c'est toujours bon à savoir, vous avez plus de latitude dans la main de poussière. Le terme cup est lâché. À côté de ça, il a toujours son rip-hop une fois par partie d'une unité entièrement à 12 de lui.
Ça c'est excellent, surtout dans l'optique que commence à prendre Night Hunt. Si vous ramenez des figurines en permanence et le jour où votre adversaire a réussi à sortir 40 points de vie, vous lui faites haha, je reviens, ça va être infernal. Son sort a changé, on se rappelle que son sort avant, au niveau des effets, avait un des effets qui était une ward à 5. Ça sert plus à rien maintenant puisque toute l'armée est en ward à 5. Maintenant ce qu'on gagne c'est en face de héros de pouvoir bouger de 3 pouces, ce qui est tout bonnement excellent parce que là pour le coup ça peut permettre de rattraper des placements un petit peu hasardeux sur des pilines, sur des héros qui sont hors de portée de l'adversaire, etc. C'est très très bon. Lui il a toujours cette capacité de ramener des points de vie dans des unités, etc. C'est notre source de récursion supplémentaire. Honnêtement, c'est un très bon châssis. Est-ce que ça vaut 840 points? C'est toujours la question fatidique avec ce monsieur. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. D'avoir changé cette optique pour ramener du mouvement sur une armée qui en a déjà à foison, j'adore. Et surtout de soi. C'est encore une fois les risques qu'on va retrouver. Là, très intéressant, bon, ça, ce mécanisme n'a pas changé, comme tu l'as dit, c'est le fait de pouvoir ramener une unité à la vie. Faut juste comprendre comment est-ce que c'était joué. On prenait un énorme pack de 10 cavaliers, c'était 30 points de vie enfoiré. Salut Titi. Qui était un petit peu facile, on jouait 10 cavaliers, on les envoyait dans la tronche de son adversaire, notamment pour l'enfermer. On disait, c'est pas grave, je nagage, de toute façon, si tu décides de la détruire, elle sera là au prochain tour. Je rappelle que c'est un sorcier niveau 9. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu le trouves vraiment bon? Est-ce que tu le trouves finalement anecdotique? Est-ce que finalement il est parfaitement jouable et c'est cool parce qu'on va avoir des armées avec et des armées sans? Je le trouve parfaitement jouable. Il a quand même pris un sacré buff parce que comme tu l'as dit, avant tu ramenais 30 points de vie avec tes cavaliers, maintenant tu en ramènes potentiellement 40. Alors oui, c'est pas la même sauvegarde, mais on peut se mettre un défense en règle maintenant même en étant éthéré. Donc honnêtement, je le trouve très bon. Il me rappelle les sombres heures de Nagash qui étaient entourées de 120 chaînes rasp à l'époque, et c'est ce qui nous fait un petit peu peur d'ailleurs, hein. C'est cette récursion, cet englument infernal qui se faisait au point de vie et qui là va pouvoir se refaire au point de vie. Je le trouve très beau. Yes, c'est cool, hein. Il est cher, mais je trouve ça vraiment bien d'avoir des optiques avec ou sans. Encore une fois, on est dans cette espèce de continuité, ce qu'on disait ne serait-ce que sur la qualité du livre. En tout cas, on va pouvoir se jeter pleinement dans la collection Night Hunt et avoir plein de gameplay potentiel, en tout cas de choix potentiels. Et c'est ça qui est cool quand on a un dieu, on a envie qu'il soit bon, mais qu'il soit pas astro-pété. Là, il va être ok pour être pas ridicule quand on le sort ou quand on le sort pas. On enchaîne ensuite du côté cette fois-ci des Mortarques. La première, c'est la dame Allninder, la Mortarque du deuil. Elle est toujours à 300 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur elle? Au niveau du châssis, c'est toujours pareil, 8 de mouvement, 7 points de vie, sauvegarde à 5 maintenant, et non plus à 4. 2 de score de contrôle, le tir, le corps à corps, c'est pas pour ça qu'on la prend. À noter quand même que Games a retiré tous les profils de spectre qu'il y avait sur la moitié des profils, qui servaient pas à grand chose, qui faisaient beaucoup de dés, donc ça, ils les ont virés, c'est bien. C'est un sorcier de niveau 2, au niveau de ses aptitudes. Son aptitude maintenant défensive phare, c'est que ça soit au tir ou au corps à corps, on ne va pouvoir la toucher que sur du 5 et du 6, non modifié. C'est quand même assez fort. À noter qu'avant elle avait une ward à 4, ils l'ont remplacée par ça, ce qui fait sens. Donc c'est une défense un petit peu différente. Au niveau du reste, elle a toujours son aptitude emblématique de pouvoir une fois par partie prendre toutes les unités et ramener l'équivalent de D3 plus 3 points de vie dans toutes les unités Night Hunt de la table. Bon, bah ça justifie à elle seule de pouvoir être entrée dans les listes d'armée. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même un problème avant en Night Hunt, c'est qu'on avait 2 fois moins de points de vie, donc on avait une fâcheuse tendance à se faire imploser en un coup ces unités. Là je vous promets que pour aller sortir 40 points de vie de n'importe quelle unité d'infanterie, ça va être compliqué, donc pouvoir ramener des 3 plus 3 points de vie plus qu'on a vu avant, des D3, ça va être un enfer, donc c'est très très bon et ça va être beaucoup plus facile à séquencer. Et enfin, elle a son sort qui a un tout petit peu changé, vous allez voir. Valeur de lancement de 6, on prend une unité ennemie à 18, on va ignorer les modificateurs positifs au score de contrôle, au jet de touche, de blessure, de sauvegarde. Avant, on n'avait pas ce qui était relatif au score de contrôle, et il y a une synergie qui est très très bonne avec le nouveau trait de bataille, qui fait que déjà tu vas plus avoir les modificateurs positifs, mais en plus tu vas avoir un -1 par round de bataille. Quand on commence à tout cumuler, je pense que ça devient très intéressant. Elle est à 300 points, c'est tout à fait raisonnable. Je la trouve très très forte. Si tu décides de l'intégrer dans ton liste, est-ce que tu vas quand même chercher un autre sorcier ou est-ce que ces 2 niveaux suffisent? Parce qu'encore une fois, 300 points. Alors vous verrez qu'il y a un autre sorcier emblématique de Night Hunt qui s'est fait saboter, donc ça va plus être le sorcier automatique qu'on va prendre dans toutes les listes. Maintenant, faut pas oublier que les sorts illimités, on peut les lancer qu'une fois par sorcier. Pouvoir mettre celui-ci qui est excellent sur peut-être 2 unités, bah,
ponctuellement ça peut être hyper intéressant. Je pense qu'avoir un deuxième sorcier c'est toujours bon, on peut la perdre, le domaine de magie est tellement fort qu'on a envie de jouer avec. Elle est forte mais elle est pas autonome niveau magie pour moi. D'accord, et le fait d'avoir donc tronqué ta protection à 4 pour n'être touché que sur du 4-5, t'en penses quoi? Alors elle a quand même gagné le fait d'avoir une ward à 5 maintenant, donc elle a pas tout perdu, elle a perdu 1 de sauvegarde. C'est bizarre parce que d'un côté ils ont lissé, c'est-à-dire qu'on n'est plus en éthéré à 4, une chance sur 2 machin, donc on a une ward qui est meilleure, on a une sauvegarde qui est stable, et d'un autre côté, si on a une attaque sur 3 qui passe, si c'est une attaque absolument colossale, en fait on va se faire... je vais pas dire one shot, mais on a que 7 PV hein. Pour une figurine à 300 points, c'est pas énorme. Ils rajoutent de la variance d'un côté, ils en retirent dans l'autre. Je suis pas sûr que ça change grand chose au niveau de sa résistance. À noter que maintenant elle a plus forcément besoin d'aller au corps à corps comme avant, donc ça c'est quand même un autre moyen de résistance. C'est différent, c'est pas moins bon, c'est pas meilleur. Pour moi, c'est juste différent dans la manière de la jouer. Ok. Ensuite, on passe du côté du Wavel, c'est-à-dire Kurdos Valentine, qui a toujours eu des mécanismes donc pour priver l'adversaire soit de points de commandement, soit d'ordre. Moi, ça me faisait couiner parce qu'en termes de game design, je trouve ça toujours particulier. Maintenant, ils étaient pas très présents en compétitif pour autant. Là, il est à 190 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit mec, sur Sauron? Bon, globalement, il tape à peu près comme avant. Il a toujours son aptitude d'être le catacross du pauvre. Voilà, faut être à 12, il vous supprime des CP. Pour moi, c'est un effet qui ne justifie pas à lui seul de le prendre. C'est un bonus qui peut être ponctuellement intéressant. Ça peut être bon, maintenant ça justifie pas de le prendre. Et l'aptitude qu'ils ont rajoutée qui permet aux unités de tir Night Taunt de pouvoir tirer instantanément quand lui a chargé et de se replier dans la foulée. Je pense que quand on va attaquer le profil de tir de l'unité en question, vous aurez votre réponse. C'est pas fameux. On va pas se mentir. D'un autre côté, est-ce que t'as lu le titre? C'est Saluer Kurdos, roi de rien du tout. Ouais, de toute façon, on sait que chez les Night Taunt, Lady Olinder, c'est la patronne. Kurdos, il est là un peu pour la déco, donc il garde son rôle, quoi. D'accord. On passe maintenant du côté de Olrak, le naufragé, qui est toujours à 170 points. Oui, qui est toujours à 170 points, mais qui a quand même perdu 2 de ses intérêts principaux. Alors, à noter, on va pas le dire pour tous les héros Night Taunt. Faut comprendre que les héros Night Taunt sont tous en save à 5, ward à 5. Et l'infanterie sera toujours en save à 6, ward à 5. Comme ça, c'est dit pour tout le monde. Le reste du châssis n'a pas changé. Hormis que ce monsieur cognait en Reine-2, dégâts des 3, crit de bless auto, ça c'est toute l'armée Night Taunt, c'est d'habitude. Il a perdu ses 2 de Rend. Donc on sait pas si c'est un problème de trad, puisqu'en fait aujourd'hui on a que la version française, ou si c'est simplement que son positionnement a changé, mais ce qui est particulier c'est que ses aptitudes ne justifient pas le fait qu'il soit toujours à 170 points. Ouais, c'est un petit peu bizarre, j'ai du mal à me l'expliquer. Il avait une aptitude emblématique qui permettait à chaque phase de mouvement d'emmener une unité avec lui, etc. Maintenant c'est une fois par bataille, donc tout ça ne s'inscrit pas dans la logique de le laisser au même coup en point. Après, excuse-moi, encore une fois, là ça nous permet d'arriver à 7 pouces de l'unité ennemie et pas à 9, donc c'est quand même assez fiable. Bien sûr, mais bon, c'était déjà le cas avant, et du coup on peut le faire 5 fois moins qu'avant, donc voilà, c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, il a gagné une aptitude sympa à la fin de n'importe quel tour, sur un 3+, il peut faire un mouvement normal ou un repli, un peu à l'image de Raducar. Voilà, c'est bon. Maintenant il perd tellement à côté, et il perd tellement pas en points, que ça me paraît compliqué, d'autant que son aptitude emblématique, en fait c'est devenu à peu près un trait de bataille, TP pour un CP. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les aptitudes, les héros qui tournent autour d'une aptitude de mouvement, en fait ils perdent relativement au fait que maintenant ça soit un trait de bataille et qu'on n'ait plus besoin d'eux, quoi, tout simplement. Yes. On passe maintenant à Ray Connor qui lui a 240 points. Oui, donc Ray Connor, châssis habituel, c'est un héros qui a été extrêmement plébiscité depuis maintenant je pense quelques petites années. Il a toujours son sort, valeur de lancement de 7, on met des 3 blessures mortelles, si on a tué une figurine on remet des 3 blessures mortelles. Il a toujours le fait d'être un anti-sorcier prêtre, donc il a des gros bonus contre eux, plus 1 la touche, plus 1 la blessure sur son profil principal. Et ils ont changé un petit peu sa mécanique qui permettait d'avoir un niveau de lanceur de sort supplémentaire et un plus 1 au lancement des sorts. Donc maintenant, pour avoir les bonus au lancement de sorts et au niveau de lanceur de sorts, ça a changé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Si vous vous mettez une blessure mortelle, vous allez avoir plus 1 pour lancer vos sorts. Si vous décidez de le faire sur une unité ennemie, alors il va falloir faire un 3+, pour avoir un plus 1 au lancement de sorts et un plus 1 de niveau de lanceur de sorts. En fait, c'était très fiable. Maintenant, ça va être un 3+. Ça le sort pas de l'équation parce que ça reste bon. Excuse-moi, je me permets d'être un peu vulgaire. Non, ça casse les couilles. Non, mais on fait genre, c'est cool et tout. Aujourd'hui, il y a un défaut dans Age of Sigmar, et on le partage tous. C'est le fait de payer des aptitudes alors qu'on est sur une valeur aléatoire. Et
Je comprends pas. Je pense qu'on est tous accordés là-dessus. Donc c'est juste dommage. Soit on paye et on est sûr d'avoir justement une synergie, ou peut-être, je sais pas, un 2+, c'est encore la frustration du 1. Mais là, le 3+ sur toutes ces aptitudes à base de plus d'une attaque dans d'autres armées ou quoi. En fait, c'est une incompréhension, ou alors ils veulent que leur jeu soit juste un jeu fun. Mais c'est bizarre. Et ouais, alors surtout qu'en plus, moi je trouve pas ça particulièrement fun. Non mais c'est vrai. En fait, il y a 2 points. Le premier point, c'est est-ce que c'est une aptitude anecdotique de mon héros? Là non, en l'occurrence c'est l'aptitude principale, plus 1 pour lancer les sorts, plus 1 niveau de lanceur de sorts. Que ça soit trop fort, je l'entends, on pouvait trouver d'autres moyens de le nerfer. Par contre, ce côté de on rajoute un jet de dés et au final si je le loupe, je suis pas sûr que le prix de mon héros soit justifié. C'est plutôt cette dynamique qui moi m'embête un petit peu plus. Ce qui est bien en tout cas, c'est qu'encore une fois, ça passe de façon auto si c'est sur toi. Et donc juste pour ça, c'est bien. Plus 1 pour lancer les sorts, c'est cool. Maintenant, on peut lancer un sort de plus potentiellement. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est important de le lire, les gars. Il y a un petit coup de gueule sur le fait arrêter avec les 3+, c'est pas fun. On enchaîne ensuite avec le Scriptor Mortis qui lui, par contre, est passé de 80 à 120 points. Ouais, et alors pour le coup, pour moi, c'est parfaitement justifié parce que je le trouve excellent. Ils ont ramené une nouvelle mécanique de condamné. Alors vous allez comprendre, à votre phase de héros, vous prenez une unité ennemie visible à 18. 18, c'est suffisant. On jette un dé, sur un 3+, une blessure mortelle, c'est pas le plus important, par contre l'unité devient condamnée. Lorsqu'une unité est condamnée, les unités ennemies d'infanterie amie, lorsqu'elles tapent au corps à corps sur elle, vont être en crit mortel. C'est monstrueux, vous verrez qu'en plus il y a d'autres unités qui synergisent autour de cette mécanique de condamné, notamment le bourreau, ça tombe bien. Donc honnêtement, on n'a pas de grosse source de blessures mortelles dans ce bouquin, ça c'est juste excellent, prendre 50% de coups en point pour faire ça, je prends tous les jours. Yes. En tout cas, c'est quand même trop cool. Enfin, sur table, vous avez littéralement un script qui va écrire le nom dans sa Death Note de l'unité ennemie et qui va provoquer du crit mortel. C'est juste trop cool en termes de synergie et de style. La figurine, elle est dingue. Enfin, elle avait été dévoilée, je crois, il y a 1 an. Et là, c'est beaucoup trop cool d'avoir encore ce mécanisme d'attrition. Complètement. Puis surtout qu'en plus, malheureusement, son profil était extrêmement aléatoire. Ça distribuait des blessures mortelles de manière un peu random. Là, alors oui, c'est un 3+, en même temps 120 points, c'est pas dégénéré. Moi, j'aime beaucoup. On enchaîne ensuite avec la nouveauté de ce Battle Tome, c'est-à-dire la nouvelle figurine qui arrive avec justement cette refonte. C'est le Seigneur Vitriolique, il vaut 120 points. Il va avoir comme justement aptitude principale le fait de pouvoir tirer dans sa besace et de choisir un effet ou alors de jeter 2 dés. Et c'est intéressant puisque là, cette règle alchimie spectrale, il est bien précisé que si jamais vous faites un double, alors vous allez appliquer 2 fois les effets. C'est ça qui est rigolo. On n'a pas l'habitude de ces occurrences dans les jeux de Game Workshop. En général, quand on a un doublon, on n'applique qu'une seule fois les effets. Là, en l'occurrence, on va quand même devoir jeter un 3+ et choisir une unité ennemie à 10 pouces de ce petit bonhomme. Si on fait 1, alors si cette unité avait une caractéristique de mouvement de trait, c'est-à-dire on pense justement à certains sorts persistants, à certains décors, ça sera 6 dégâts mortels direct dans sa bouille. Donc c'est quand même assez intéressant. En effet 2, on va affliger des 3 dégâts mortels. En effet 3, on va pouvoir tout simplement ajouter 1 à les caractéristiques d'attaque de ses armes de tir à lui. En effet 4, on va, si c'est un sorcier, soustraire 1 à son niveau de puissance, excessivement fort. En effet 5, si c'est un prêtre, on va lui retirer des 3 points de rutrel, comme s'il avait fait un 1, d'ailleurs sur justement sa canalisation. Et sur du 6, on va faire en sorte que l'unité ennemie ne pourra pas faire de test de protection. Alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'on parlait tout à l'heure des portées 12-18. Là, ok, c'est 10, mais c'est à la phase de tir. Donc déjà, vous avez déjà bougé avant, donc vous pouvez considérer que grosso modo, c'est 18. Il y a des effets qui sont extrêmement puissants, l'effet sur les sorciers, l'effet sur les prêtres, et le dernier effet, qui, ok, est circonstanciel, dépendamment de ce contre quoi on joue. Maintenant, vous tombez sur du Nighttone, sur une armée de la mort, sur, peu importe, des unités qui ont des wards assez sympathiques. Ça peut complètement retourner la game. Ce mec-là n'est pas obligé d'aller au corps à corps pour aller s'engager. Il n'est pas si cher que ça. Il a des profils qui sont... C'est pas pour ça que vous allez le prendre, mais c'est tout à fait raisonnable. On apprécie le profil de tir pour un mec qu'on n'a pas envie d'envoyer au corps à corps, mine de rien. Donc honnêtement, pour moi, c'est une très bonne pioche. Effectivement, il y a toujours cette histoire de 3+, etc. Mais c'est bon, j'ai gueulé sur la première. On le sait maintenant. Ouais, bon. C'est ça. mais honnêtement, déjà on l'a pas dit, c'est une nouvelle figurine qui est magnifique. Ouais. Honnêtement, il est très très sympa. Et puis voilà, moi je trouve que ça apporte de la diversité. C'est des effets qu'on va choisir pendant la partie, donc on va pouvoir s'adapter au jeu adverse. J'aime beaucoup.
Ensuite, on passe au Chevalier du Suaire. Il existe deux versions. La version qui est sur un petit poney à 170 points et la version à pied à 100 points. Les deux vont avoir exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que en gros, si lui est à portée de mêlée d'autres cavaliers, il va pouvoir s'activer et activer les cavaliers simultanément et surtout leur donner un bonus de +1 à la touche. Donc l'économie d'un pion d'ordre, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est la même chose donc pour la version à pied. Et aussi les deux, donc à pied et sur cave, sont équipés de l'épée des heures volées, qui fait que dès que lui va faire des dégâts, il va pouvoir soigner. Ouais, alors on voit qu'ils peuvent être intéressants dans des logiques de synergie. On a vu tout à l'heure que le sort illimité demandait d'avoir une activation pour déclencher l'effet et une deuxième activation pour en profiter. Je pense que ça va vraiment être l'utilisation principale de ces mecs-là. À noter que le Knight of Shroud monté va bénéficier aux machines de guerre et aux cavaleries. Du coup, ça dépendra du niveau de la cavalerie que vous avez. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air un petit peu moins bon que l'infanterie. Donc partir sur l'autre, ça peut être cool. Maintenant, il faut bien être conscient que vous allez le prendre uniquement pour ça. Ça veut dire que si vous loupez votre sort, il va quand même perdre un petit peu en intérêt, etc. Pour un porteur d'arteau, c'est pas mauvais, mais il a quand même que 5 points de vie. 100 points, on préférerait peut-être aller chercher un sorcier qui sera défensif, et ainsi de suite. Ouais, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher un héros pour aller déclencher cet effet. Comme on l'a dit, des chaînes rasp, ça peut être suffisant. Maintenant, le plus un touche est quand même appréciable aussi, donc ils sont pas achetés à la poubelle. Je pense que c'est des héros corrects, surtout celui à pied. J'aime bien ce que tu dis. Pour moi, c'est le game design est bon, mais c'est plus le costing et donc le problème des coups en points aujourd'hui sur des personnages comme ça, tu vois ce que je veux dire, mais qui est plus inhérent à Age of Sigmar. Mais le game design, il est super bon. Le plus un touche et porteur d'Arthos, il est parfait. On passe maintenant au Gardien des âmes, qui lui est à 150 points. Il n'a donc pas bougé, au niveau des coups en points. Alors lui, il a beaucoup évolué, malheureusement pas dans le bon sens. Grosso modo, ce qu'il faisait historiquement, c'était un +1 à la blesse en bulle, moyennant différentes conditions. Maintenant, ça vous demande de choisir une unité amie, entièrement à 12 bien sûr, qui, sur un 3+, va avoir un +1 pour blesser. En sachant que c'est sa seule et unique aptitude, hormis le fait d'être sorcier. Donc si vous loupez votre 3+, vous avez un sorcier de niveau 1 pour 150 points. Moi je suis pas fan, on n'a pas besoin tous les tours d'avoir un +1 à la blesse. Par contre, il y a des moments où on va vraiment en avoir besoin. Je pense par exemple au moment où on va décider de déclencher l'artefact pour avoir un +1 attaque en bulle. On va déclencher des +1 à la touche. Vu avec les héros qu'on a vu précédemment, on va set-up pour pouvoir avoir son +1 à la touche, enchaîner, etc. Si on loupe le 3+, à ce moment-là, concrètement, il va pas servir à grand chose de la partie. On l'a dit tout à l'heure, on a besoin de sorcier. Peut-être aller chercher plutôt un Reikenor, qui lui est bon même s'il a ce 3+, il fait d'autres choses à côté. Et Olinder qui me paraît intéressante, et peut-être aller chercher des porteurs d'artefacts qui vont jouer un petit peu plus en retrait, mais en tout cas, pour lui, ça m'embête un petit peu de le prendre uniquement pour une aptitude sur du 3+. On continue dans les personnages avec le crucificateur Krulgast, le Krulgast donc qui est à 140 points, qui va avoir comme aptitude le supplice fortifiant, qui va tout simplement permettre d'ignorer le premier dégât appliqué à chaque phase sur une unité entièrement à 12 pouces de lui. Alors factuellement c'est bon si on joue du MSU, c'est-à-dire plein de petites unités. Je pense pas que ça soit ce vers quoi on s'oriente en Nighthaunt. Concrètement, soit vous allez emmener des héros, je pense pas que 1 point de vie ça change leur vie, justement c'est le cas de le dire, soit vous allez emmener des gros pâtés, auquel cas, sur 40 points de vie, en avoir un supplémentaire, c'est bon. Faut pas oublier quand même qu'en fonction du rip-hop, une fois sur deux, ça va vous embêter. Donc, voilà. Je suis pas fan. Je pense qu'il y a plus sympathique à côté à aller chercher. On passe derrière une unité super intéressante en termes de game design. Ça va être le Seigneur Bourreau, le Lord of Execution. Il est à 170 points. Il va avoir deux aptitudes. La première, c'est faire face à la mort. En gros, une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, il va pouvoir choisir une unité ennemie à 3 pouces de lui. Et sur un de plus, lui dire, toi, t'as -1 attaque. Et en plus de ça, si t'es un héros, t'as -5 à ton contrôle d'objectif. Et comme deuxième effet qui se coule, c'est le tranchement de l'horreur, puisqu'il va pouvoir choisir un héros, infanterie ou cavalerie qui serait justement à portée de mêlée de lui, auquel lui aurait fait des dégâts, mais quand on regarde, lui c'est quand même un bon dueliste qui va balancer 5 patates en 3+, 3+, -2, 2, et sur un 5+, la figurine est retirée comme perte. Et en plus de ça, il est bien dit que si jamais la figurine ennemie a le mot-clé condamné, on se rappelle du fait que tout à l'heure, on avait le script qui pouvait justement condamner une unité, et là il aurait +1, et ça serait donc sur du 4+, qui pourrait décapiter quelqu'un. Et surtout qu'en plus, si on est condamné, on est en crit mortal. Donc, plusieurs points. Alors, moi, c'est un petit peu mon crush. C'est pas forcément dégénéré, mais j'aime beaucoup cette mécanique. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, c'est une menace monstrueuse. Petit point à préciser, c'est à la fin du tour que l'unité peut se faire tuer. Ce qui veut dire que lui peut mourir entre-temps. Et d'un autre côté, ça veut aussi dire que c'est un aimant à riposte de la part des adversaires. Votre adversaire ne va pas toujours pouvoir déjà le tuer, puisque c'est quand même, ça reste 5 points de vie, mais c'est toujours de la ward à 5, potentiellement -1 attaque, il va pas forcément être évident à tuer.
et c'est une menace qu'il va falloir gérer rapidement si on n'a pas envie de, sur un 4+, perdre un truc qui vaut peut-être 200 ou 300 points. Moi je l'aime beaucoup. Le fait que le Scriptor Mortis soit bon, fait que son effet qui se coule est bon naturellement. On va pas le prendre uniquement pour ça. Donc honnêtement, moi c'est une unité que j'aime beaucoup. Les malus au score de contrôle, on n'oublie pas, maintenant il y en a aussi dans l'allégeance. Donc vous imaginez au T, peu importe, au T3, bah en fait le mec va avoir -8. T'as beau être Nagash, tu comptes pour 2, ça tombe bien moi aussi. Donc non honnêtement moi j'aime beaucoup. On continue ensuite avec l'esprit tourmenteur, il a perdu 10 points, il est à 120 dans cette édition. Il permet tout simplement quand une unité à 12 pouces de lui fait un ralliement de jeter 3 dés supplémentaires, donc de passer en général de 6 à 9. Oui, alors lui il a posé beaucoup de problèmes avant parce que on en jouait plein. Maintenant, disons qu'on a déjà pas mal de mécaniques de repop de figurines dans les unités, potentiellement avec moins de contraintes, que ce soit les décors, que ce soit les sorts. Il est pas mauvais, maintenant il a que ça. Pour moi il est quand même un petit peu faiblard, ça manque un petit peu de saveur en fait. J'aimerais une autre aptitude qui le différencie autrement que juste rajouter des dés sur des ralliements. Voilà, un peu générique. C'est marrant ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est la saveur. C'est qu'aujourd'hui, les Battle Tomes étant été assainis, on retrouve systématiquement des mécanismes de rip-hop, que ce soit chez les Namar Titral, et un autre modèle qui va dire ok, bah là c'est sur le ralliement que tu auras justement ce bonus là. À voir. On a fini avec les héros, on passe maintenant du côté de ce qui n'en est pas. On commence par les man enchaînés, petite unité assez intéressante de 2 modèles pour 90 points, qui ne peut pas justement avoir plus de ça en effectif, et qui va avoir comme principale caractéristique un maillon de la chaîne. À n'importe quelle phase de mêlée, vous allez pouvoir tout simplement jeter un dé qui sera sur un 3+, et sur un 2+, si vous avez un esprit tourmenteur entièrement à 12 pouces de lui, et vous allez pouvoir tout simplement ajouter un au jet de touche pour les unités Hante Nuit, qui seront à 12 pouces de l'unité justement qu'ils avaient choisie. Oui, alors c'est un bonus qui est monstrueux, hein. Plus un touche en bulle, c'est extrêmement fort. C'est peut-être la seule raison qui donnerait envie, à mon sens, d'aller chercher un esprit tourmenteur. Maintenant, on n'a pas obligatoirement besoin. Est-ce qu'on a envie d'aller tenter le 3+, ou le 2+? Bon, c'est une unité de synergie. Gagner de récupérer des CP comme ça, en pouvant avoir des +1 à la touche, bah c'est excellent. C'est une unité un peu entre deux, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on peut accepter des effets sur du 3+, quand ils sont soit pas principaux, soit extrêmement forts. Là c'est un effet qui est extrêmement fort. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté un peu frustrant, c'est-à-dire que concrètement vous loupez votre 3+, il sert à rien. Autre point que moi j'aime pas, c'est que ça se fait en phase de mêlée. Ça veut dire que vous avez déjà chargé, vous êtes déjà au corps à corps. Et t'es content. Bah ouais, c'est un peu comme le nécromancien à l'époque, quoi. C'est bon, alors maintenant j'ai plus qu'à prier parce que je ne pouvais pas l'anticiper. J'aurais aimé qu'ils mettent ça un petit peu plus tôt, phase de héros par exemple. Ça permettait au moins d'anticiper et de se dire ok, c'est peut-être pas le bon moment, je vais temporiser un tour, je vais me déplacer autrement. Voilà, petit design que j'aime un petit peu moins personnellement. D'accord. On passe ensuite au Racle-Chen, au fameux Chen Rasp. Là, on est à 100 points les 10. On est par contre sur la seule unité qui est restée à 1 point de vie, mais qui a vu sa sauvegarde passer de 5 à 6. Même si eux ont gagné cette fameuse protection à 5 pour toute l'armée. Maintenant, ils ont la règle Horde effroyable, tout simplement, qui va leur permettre à la phase de déploiement de pouvoir choisir 3 unités qui bénéficieraient de cette règle, si jamais vous voulez jouer 3x10 Chen Rasp avec le Chen, et ils vont pouvoir faire un mouvement préparti de 6. Concrètement, le châssis change pas beaucoup, hein, tu l'as dit, on perd un de sauvegarde, on gagne un de ward, bon, on tank à peu près pareil. Bon, c'est une unité Tarpit, on l'a dit, qui va être là pour déclencher les potentiels effets qu'on a vus sur les sorts, qui vont être là pour prendre la table. Le mouvement scout est bon. Avant on avait un bonus à la blesse, autant dire que sur ce genre d'unité on n'en a absolument rien à faire, c'est pas sur elle qu'on va mettre les bonus, d'autant plus qu'on est en cri de blesse auto. Donc honnêtement le mouvement scout est bon, il est intéressant, ils ont pris 10 points si je dis pas de bêtises. C'est du coup une unité d'infanterie pas chère, comme on n'en retrouve pas beaucoup en Nighthaunt, puisque tout le reste a pris. Pour une bonne raison, ils ont leurs PV qui ont été multipliés par 2. Donc ça va être là pour mettre des tactic cards, prendre des objectifs sans trop s'engager, avoir des écrans pas chers. Voilà. On enchaîne ensuite du côté des faucheurs Morneman, des Grimghast Reaper. Là, on est à 210 points les 10, donc c'est quand même cher. Maintenant, regardez, 2 PV, mouvement de 8, save à 6, protection à 5, 2 patates par bonnel, et surtout, là, un espèce de anti-horde de mortel, puisqu'on va avoir fauché comme les blés, tout simplement à la phase de mêlée. Si justement vous êtes à portée de mêlée d'une unité d'au moins 5 figurines, vous allez jeter un dé pour chacune d'elles, et sur un 6, faire une blessure mortelle. Si le pack adverse compte au moins 20 figurines, vous mettrez une blessure mortelle sur du 5+. Ouais, alors on aime beaucoup. Déjà, ils ont des faux déstaffiers. Moi, je trouve ça très sympa comme nom. Ils sont anti-infanterie. Le profil de corps à corps n'a pas changé. C'est 2 attaques en 4-3, moins 1-1. Ça déblaye gentiment l'infanterie. Avoir une source de blessure mortelle en plus du Scriptor Mortis, ce qui veut dire que vous en avez plusieurs sur la table, c'est fort.
Son aptitude en phase de mêlée, c'est pas une aptitude corps, ça ne remplace pas le fait de taper, ça veut dire que lorsque vous agressez, vous allez coller ça en premier. Lorsque vous vous faites agresser par de la horde, bah vous allez déblayer. Honnêtement, c'est une des grosses sources de perforation de l'armée, on va dire sur l'infanterie. On a perdu en perforation sur l'armée parce que les traits de bataille ont changé. Je pense que c'est une très bonne unité. En plus, maintenant ça tank. On est quand même à 210 points les 10, donc 420 points le pack renforcé. C'est extrêmement cher. Maintenant, il va falloir se lever tôt, à la fois pour les sortir, à la fois pour pas se faire sortir par ça. Quand on commence à stacker un petit peu les aptitudes de rip-hop de figurines, etc., ça fait partie des 2 unités qui me font peur, même si celle-ci est plus circonstancielle par rapport au Blade Guest qu'on verra tout à l'heure. Mais ça reste une très bonne unité qui est, même si elle est spécialisée, relativement polyvalente. Ensuite, on enchaîne avec les Pyro Spectres. On est à 130 points, les 8 figurines qui viennent donc d'un autre jeu. Là, ils vont avoir un petit peu de tir, un petit peu de mêlée. Ils vont surtout avoir comme aptitude allumer un bûcher, puisque à la fin de n'importe quel tour, ils vont pouvoir choisir une unité qui contestera un objectif à 6 pouces d'aile, jeter un dé 3 et sur un de plus, infliger autant de mortels, mais surtout ajouter le résultat du dé et des blessures mortelles qu'ils ont fait comme un boost de leur contrôle d'objectif à eux. Oui, alors c'est une unité qui est pas évidente à lire pour être honnête. Quand on le compare par rapport aux autres, le ratio point par point de vie est plus intéressant. Maintenant, au niveau du corps à corps, c'est pas trop ça. Au niveau du tir, c'est pas trop ça. Au niveau de leur aptitude, il y a quand même une chance sur 3 que ça fasse strictement rien. Et encore, ça reste relativement circonstanciel parce que on n'oublie pas que si on part dans une optique d'avoir des marées, de Grimghast, de Bladeghast, etc., soit les unités d'infanterie seront sur les objectifs, auquel cas eux vont pas servir forcément à grand chose, soit eux sont seuls, et je suis pas sûr qu'on se retrouve à les faire défendre un objectif facilement, parce que ça tank pas trop, on n'a pas envie d'investir des ressources défensives là-dessus. Bon, ils sont un peu entre deux, entre les chaînes rasp et les unités qui cognent. Je pense que pour le mouvement scout, j'aurais tendance à aller chercher les chaînes rasp. Maintenant, ça fait partie des autres unités un petit peu d'écran de l'armée, avec du PV pas trop cher. Yes, on enchaîne ensuite avec le garde du trône Veul, qui lui coûte 100 points pour 5 figurines. Ce sont donc les Nighthawns avec les petites arbalètes, qui sont appareils il y a à peu près il y a un peu moins de 2 ans, là qui vont avoir comme aptitude le fait de, une fois par tour à votre phase de mouvement, de pouvoir jeter un D3, comme on aime, sur un 2+, pouvoir tout simplement faire un mouvement de repli, mais par contre c'est pas vous qui allez prendre les blessures, c'est l'adversaire. Oui, alors, bon, ça reste quand même une unité de tir. Donc on va essayer de regarder un petit peu son tir, qui est pas fameux. C'est pas très fameux. 2 attaques en 4-3, -1-1. À noter qu'ils ont nerfé son profil de corps à corps, puisqu'on avait 2 attaques avant. C'était beaucoup trop fort, donc maintenant on en a plus qu'une. Bon, c'est un peu le running gag cette unité, c'est-à-dire que, en fait, ça rentre pas trop dans les synergies du Nighthaunt. C'est beaucoup trop cher pour de l'écran, il y a mieux à côté. Nos bonus s'appliquent principalement au corps à corps, donc ils en bénéficient pas trop. La synergie avec Kurdos me paraît pour le moins bancal. Donc non, malheureusement, je trouve qu'ils ont pas réussi à leur faire de place assez intéressante. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais en tout cas pour moi, c'est pas très fameux, quoi. C'est marrant, tout à l'heure tu nous parlais des Reapers comme première unité à risque de frustration. Et ben ça tombe bien, on a la deuxième qui est au même coup en points. Ouais, peut-être encore plus frustrante. Ouais, grave. Ça va être les revenants Lame Man, on est à 210 points, les 10, toujours pareil, 2 PV, mouvement de 8, protection à 5, 2 attaques, 3+, 3+, -1, crit, blesse auto, et surtout, en aptitude passive, désespoir forcené. En gros, tant que cette unité conteste un objectif que vous contrôlez, par contre, les unités ennemies ne peuvent pas finir un mouvement de charge à 1 demi-pouce d'aile, sauf si la valeur du mouvement de charge non modifié était de 7. Je suis très circonspect. Je n'ai pas trouvé plus poli comme mot. En fait, je comprends pas trop la logique de ça. C'est-à-dire que ils ont retiré beaucoup de sources de frustration, notamment le côté complètement gamble de l'éthéré à 4+. Tout allait dans le bon sens, et là, ils nous mettent une unité, en plus, valeur non modifiée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune interaction avec ça. Ah, vous pouvez avoir +4 à la charge, c'est pareil, hein, voilà. On s'en fiche. Est-ce que juste pour aller chercher tous les garde-fous, les personnes disent ouais, mais c'est pas grave, il y a des leviers, tu vas charger à côté, tu pilines dessus. Bien sûr. Le fait est que, même si on les joue tout seul en standalone et qu'on gère un petit peu sa macro, ça veut dire que de toute façon, on a une charge sur 2 qui passera jamais, en fait. Oui, puis en plus, typiquement, cette unité avant était une unité très offensive. Elle a perdu son côté un petit peu offensif pour avoir un aspect plus contrôle. Donc en fait, cette unité, on va avoir tendance à la jouer peut-être en MSU, d'avancer sur la table des blobs qui ne pourront pas se faire charger si on fait pas 7 ou plus. Ça va causer énormément de frustration, c'est sûr. Louper une charge, ça arrive à tout le monde. Louper une charge quand on est à 3 pouces et qu'on a +4 à la charge, c'est pas censé arriver. Non, il y a vraiment 2 réponses, c'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est fort ? Oui. Est-ce que, pour moi, c'est le genre de design qui devrait exister ? Je pense pas. En fait, il n'y a aucune interaction vis-à-vis de ça. On aurait dit peut-être valeur modifiée, bon, on peut essayer de s'y adapter et tout.
Là, faut faire 7 sur les dés, il n'y a pas de discussion possible. En fin de partie, il en reste un au milieu d'un objectif. Et bah, vous faites pas 7, vous pouvez pas ni aller en portée d'engagement, ni le charger. J'aime pas trop d'un point de vue du jeu. Maintenant, oui, c'est factuellement bon, quoi. Yes, en fait, en gros, encore une fois, ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir des mécanismes parfois un petit peu frustrants. On peut passer à des Skaven, même s'ils ont jamais trop performé, ou du Slanesh qui va avoir des stackings de bulles de -X pour être touché, où on doit atteindre un fameux stat check. Là, le risque, il est qu'encore une fois, on va avoir énormément de PV sur table qui vont tout avoir une protection à 5, qui en plus de ça ont des mécanismes de fiabilité sur les redéploiements à 4 minimum, et ainsi de suite, avec du rip-up, encore une fois, et que là, on est sur une valeur de charge flat à 48% de chance d'être esquivé. C'est pour ça qu'en effet, ça peut être une vraie frustration, en tout cas pour l'adversaire. Puis il n'y a aucune interaction, quoi. Moi, c'est vraiment le truc qui me terrifie, c'est que vous ne pouvez rien y faire. Voilà, ça ne se fiabilise pas, ça, voilà. Yes. On continue avec les nuées d'esprit. Là, on est à 120 points, les 3. Très très cher, puisqu'ils ne vont avoir comme seul intérêt que de donner une protection à 4 aux héros qui seraient à côté d'eux. Oui, alors eux, ils ont subi d'une certaine manière un double nerf. Premier nerf, c'est que ils filent toujours la ward à 4, mais avant, ils la filaient à des héros qui avaient une ward à 6 native. Donc c'était 3 fois mieux. Là maintenant, ils le filent à des héros qui ont une ward à 5 native. Donc c'est 50% mieux. Deuxième point, avant on les emmenait parce qu'on avait besoin d'avoir des héros au corps à corps. Je parle pas du tir parce qu'on pouvait s'en prémunir facilement en Night Haunt. Bah là en fait les héros vont moins aller au corps à corps. Donc ils ont baissé en points, c'est pas déconnant. Maintenant peut-être avoir une unité quand on a envie d'avoir un bourreau, peut-être des meuleuses qui vont avoir besoin de survivre. Vous mettez ça derrière un bourreau, ça fait sens. Vous avez pas envie que votre bourreau meurt avant d'avoir utilisé son aptitude en fin de tour. C'est bien qu'ils aient perdu en points parce que relativement au reste du jeu ils sont moins utiles. Maintenant, un pack, je dirais pas plus, quoi. On enchaîne ensuite avec les carognes faucheuses qui, elles, sont jouables que par 10, en tout cas 10 minimum pour 210 points. Même ligne justement de défense. Au niveau des attaques, on est sur de la crit bless auto pour 3 attaques en 4-4 -1-1. Et comme seule aptitude maintenant, le hurlement atroce qui fait qu'on ne pourra jamais ramener de figurines ou en tout cas en soigner à partir du moment où on est en mêlée avec ces petites faucheuses. Oui, alors on a déjà des unités en Stormcast qui font exactement la même chose. C'est trop compliqué à mettre en place de manière générale. Avant, elles apportaient de la saturation plus fiable et aussi des malus à l'adversaire. Tout ça, c'est fini. Maintenant, si vous tombez contre une armée qui n'a pas de rip-hop, en fait, au même prix que les Bloodghast et les Grimghast Reaper, compliqué à rentrer. Je pense qu'elles vont baisser. C'est du 4-4 en plus, là où les copains sont en 4-3 et en 3-3. Oui, si vous tombez sur le bon match-up, c'est incroyable. Maintenant, payer 210 points en espérant peut-être... Non, je vois pas. Yes, en fait, comme tu l'as dit, c'est à la fois méta-dépendant, mais ce qui est très particulier, ok, c'est cool, en termes de game design, on a quelque chose qui empêche les soins. Mais en fait, aujourd'hui, le gameplay Night Haunt, ou même le gameplay mondial d'AOS sur ça, je pense pas il y a tellement de PV. C'est-à-dire que même demain, tu prends un match miroir qui serait dans la débilité absolue, c'est-à-dire une marée de Night Haunt contre une autre marée de Night Haunt, je pense pas que c'est le mec qui a un pack de 10 qui change la donne, tu vois ce que je veux dire? Non, tu es tellement sur des stats un petit peu débiles de 6-5, qu'en vrai, ça changera absolument rien, quoi. Complètement. On enchaîne ensuite avec les Banshee d'Hollande qui elles sont jouables par 4 à 100 points, même profil hein, comme d'habitude, 2 attaques en 4, 3, -1, D3, anti-sorcier plus imperf et crit bless auto, et elles vont avoir comme principale aptitude le manche sort. En gros, si un sort est lancé sur une unité amie à 12 pouces d'elle, elles vont pouvoir tenter une dissipation avec un bonus de +1, et si elles y arrivent, en plus de ça, le porteur prendra D3 dégâts mortels. Yes, alors... Bon, elles ont perdu un de perforation, ça on n'aime pas trop, c'est toujours le fameux parapluie anti-magie. Il y a deux aspects à prendre en compte pour moi. Le premier aspect, c'est pourquoi c'était fort en Night Haunt, parce que la magie c'est quand même un peu souvent de l'ABM et qu'on n'aimait pas l'ABM. Là, on a globalement multiplié nos points de vie par 2, donc l'ABM on y est moins sensible. Maintenant, voir ça comme un espèce d'écran de luxe, au final, c'est à peu près le prix des chaînes rasp pour 2 points de vie de moins, sauf que là, il y a une vraie menace offensive. On n'a pas 2 attaques en 4-5, pas de perfo dégâts 1. Là, on est perfo -1. Y a des armées qui ont justement des sorciers en unité de ligne qui sont fortes dans le méta actuellement, donc il y a peut-être aussi moyen d'aller faire des trucs. C'est plus l'unité que c'était avant. Je pense que ça peut être un choix tech assez sympa pour remplacer justement une unité de chaîne rasp. C'est toujours bon et ça fait toujours un parapluie anti-magie, donc honnêtement, c'est vraiment pas une mauvaise unité. Yes, on enchaîne ensuite avec les écumeurs Affrelames qui sont à 160 points les deux modèles. Au niveau de leur profil, entre guillemets, ce sont les mêmes que des cavaliers de base. Ils vont avoir néanmoins 2 aptitudes. La première, c'est que quand eux chargent, ils vont donner un +3 de contrôle d'objectif aux unités entièrement à 12-2. Et surtout, un fameux blink, la dématérialisation, qui fait que vous allez pouvoir, au lieu de bouger, les téléporter à 9 pouces de toute unité
ennemis. Pour moi, là, il y a un triple nerf sur déjà au niveau du châssis. Là où les autres ont multiplié leur point de vie par 2, eux, c'est pas le cas. Ils ont perdu en tankiness factuellement. Premier point. Deuxième point, le bonus à l'OC, c'est très bien, mais maintenant, on a récupéré un truc un petit peu équivalent en trait de bataille. Et surtout, leur aptitude emblématique, qui est de pouvoir faire une TP. Je dis pas que c'est pas bien de l'avoir gratuite, mais on n'est plus dépendant de ça, puisque maintenant, c'est un trait de bataille pour un CP. Un peu même conclusion qu'Olrak. C'était des choix tech de mouvement. Maintenant, on y a accès via les battle très directement. Et en plus, eux, malheureusement, n'ont pas les bonus qu'ont les autres unités sur la tankiness au global. Donc, c'est pas top quoi. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois, dans n'importe quelle autre armée, j'aurais pu dire ouais, mais est-ce que tu préfères pas comme de la cave, ça bouge de 12, sauf que là, le reste de l'armée bouge déjà de 8. Exactement, et puis en plus, t'as des bonus au mouvement. Puis le mouvement n'est pas un problème en Nighthaunt, tu voles, tu vas extrêmement vite. T'as même des sorts qui te permettent encore de bouger. Dire même maintenant ton unité de base est un mouvement scout en début de partie. Donc non, malheureusement je trouve qu'ils perdent un petit peu leur place, tout simplement parce qu'ils perdent le côté un petit peu exclusif qu'ils avaient via leur aptitude phare, quoi. Yes, alors pour l'instant en tout cas, il faudra voir demain si Game Workshop décide de rééquilibrer. Là, il faut savoir qu'on vous parle vraiment des coups en point à la sortie du livre, donc on a la chance de les avoir. Normalement, Game Workshop, et on doit vous le dire, s'octroie 2 semaines entre guillemets à partir du moment où cette vidéo sort pour modifier les coups en point si nécessaire. Ouais. Là, la comparaison, c'est vrai que c'est 200 points pour 15 PV versus les autres unités qui en ont 10. Mais c'est ça. T'en as que 2. Hein. De quoi? C'est pas 5, hein. T'en joues pas 5. C'est pas une unité de 5, hein, c'est une unité de 2. Putain, moi je me suis trompé, c'est eux. Donc c'est pas eux, là c'est pas 200 points, c'est 160 points. Ouais, les deux. Ouais. Attends, il faut que je la refasse, j'ai cru que c'était la cave de base. Non, mais de 160 points les deux, t'imagines, à côté, pour 50 points de plus, t'as 20 PV. Ouais, donc c'est de la merde. Puis ils ont rien pour eux. Attends, mais donc ça veut dire que c'est eux les gars de base? Ouais. D'accord, moi j'ai confondu. Eux c'est par 5. Yes, je vais la refaire. On enchaîne ensuite avec la vraie cavalerie, c'est-à-dire les Sorcerer Spectres. Eux, on est à 200 points les 5. Tu nous en parlais depuis le début de cette review, eux n'ont pas vu leur châssis bouger, donc on est toujours à 3 points de vie, on est passé d'une sauvegarde à 4 à une sauvegarde à 6, on a gagné en effet la protection à 5, même ligne d'attaque, et eux vont avoir comme aptitude tout simplement le fait d'être des chasseurs spectraux, donc de faire des dégâts mortels à l'impact. Donc il y a énormément de choses à dire, c'est-à-dire que, est-ce que tu as envie de payer cher une unité qui pour l'instant a vu son coup en point qui n'a pas bougé, qui bouge certes de 12, donc dans n'importe quel autre Battle Tom Review, je t'aurais dit ouais mais on bouge de 12 quand même, ouais mais le reste de l'armée bouge de 8. Ouais. En fait, c'était le PV le moins cher du bouquin avant, en tout cas en sauvegarde éthérée à 4. Maintenant, c'est plus vrai. Puis en fait, il faut regarder ce qui s'est passé. Les autres unités en tankiness, on a fait le calcul au niveau de l'infanterie, ils ont gagné l'équivalent de 30% de EHP, comme ça qu'on dit sur WoW. Donc 30%, eux, ils ont littéralement perdu en fait. Hein, ils ont multiplié par 2 tiers. Donc, en fait, c'est compliqué. En plus, les synergies tournent pas spécialement autour d'eux. C'est plus du tout le PV le moins cher du bouquin. Je pense que en vrai leur vrai buff c'est que toute l'infanterie a pris en points, ok, mais toute l'infanterie a pris en PV. Donc ils sont un peu laissés pour compte. Ils ont pas bougé eux pour le coup hein, au niveau des aptitudes. Bon, ils mettent des BM à l'impact, ok. Maintenant quand on a un scripteur mortis, est-ce qu'on a besoin d'eux? Je suis pas convaincu. Puis comme tu l'as dit, ils ont plus 4 en mouvement par rapport au reste de l'armée. Ils ont pas x3 comme dans certains bouquins. Compliqué pour moi, compliqué. Et on termine cette petite review avec le carrosse noir. Il est à 230 points, figurine tellement belle. Ouais. Lui, il va avoir 3 aptitudes. La première, c'est tout simplement l'empalement, de faire des blessures mortelles à l'impact. La deuxième, c'est de pouvoir aussi se téléporter au lieu de faire un mouvement et donc d'être mis n'importe où à 9 pouces de toute unité ennemie. Et la troisième, c'est l'évocation de la mort. Tout simplement le fait de pouvoir ramener une unité, un héros décédé à 12 pouces de lui. Les 3 aptitudes, il les avait déjà avant, donc c'est pas spécifiquement pour ça qu'on va le prendre. C'est un profil qui est pas évident à lire. En fait, tout le reste du bouquin a pris en points. Lui, il est resté à un niveau convenable. Grosso modo, faut se dire qu'il coûte l'équivalent de 10 Grimghast ou 10 Bladegast. Donc c'est pas mauvais. Maintenant, son aptitude un petit peu phare de mouvement, c'est devenu un trait de bataille, un peu à l'instar des Dreadblade Arrow et des autres unités comme ça. C'est pas énormément de points de vie. Maintenant, 12 points de vie en Nighthaunt, j'ai envie de te dire que c'est 6 Reaper. C'est 6 Bladegast, donc je sais pas, je pense qu'il a un positionnement un petit peu compliqué. Avant il était machine de guerre, il avait une aptitude spéciale vis-à-vis des traits de bataille, c'est plus le cas. Au niveau des synergies, en fait sa seule synergie spécifique ça va être le Knight of Shroud monté, qui a aussi un bonus pour la cavalerie, sauf qu'on l'a vu la cavalerie, c'est pas Byzance pour l'instant. Malheureusement il a pas le mot-clé infanterie, c'est à peu près tout. Profil un peu compliqué je pense à rentrer en tout cas.
pour l'instant. Pour conclure, c'est rigolo, mais ce fameux Black Coach, pour moi, il souffre un petit peu du reste de cette armée, et ça va nous permettre aussi justement d'aller sur la conclusion. Globalement, quand on n'est pas un compétiteur, c'est bien parce que les unités ont un petit peu la même valeur statistique de tanking et la valeur de coup en points. Globalement, statistiquement, vous êtes globalement pour 200 points sur du 20 PV en 6 et 5+. Sauf le Black Coach, mais le Black Coach, il va avoir d'autres aspects. Mais donc finalement, tout est éclipsé systématiquement. Dès que tu vas vous mettre un petit peu ta casquette compétitive, tout va être éclipsé sur 2 unités, que ça soit pour le fait que l'une va être inchargeable et l'autre va tout simplement faire des blessures mortelles en anti-masse et vont avoir une valeur d'attrition, on va dire, un petit peu similaire entre les Reapers et les Bloodghast. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que le livre, il est assez cool. Vous avez vu, il y a plein d'unités différentes. Bon, il y en a clairement, elles sont très difficilement justifiables. Je pense par exemple ceux avec leur arbalète. Là, honnêtement, c'est vraiment un pan du livre où tu dis, ok, ils ont voulu faire une tentative avec un perso, fine. Mais derrière, le problème, c'est qu'en fait, quand tu commences à faire les stats, tout est éclipsé par ces 2 unités-là. Ouais, en plus, ce qui est très marrant, c'est que tu as l'impression que les points de vie, etc., sont équilibrés par type d'unité. L'infanterie est très standardisée, tout est à 210, etc. La cavalerie, au final, les deux se ressemblent un petit peu. Et les machines de guerre, alors il n'y en a pas suffisamment pour faire une comparaison, mais quand tu as Olrak, le Black Coach, etc., le problème, c'est quand tu commences à comparer l'infanterie, la cavalerie, les machines de guerre, déjà historiquement, dans tous les bouquins, c'est plus facile pour Games de faire des piétons, donc les synergies via les piétons, c'est-à-dire l'infanterie, il y en a plus. Quand en plus, au niveau des règles, c'est juste statistiquement meilleur défensivement et que c'est pas du tout moins bon offensivement, et effectivement, ça a tendance à éclipser tout ça, quoi. Et on parle même pas des aptitudes un petit peu spécifiques qui te permettent d'aller chercher des BM, qui te permettent de nullifier le jeu adverse parce que il a pas de chance. Donc effectivement, peut-être qu'au niveau interne, il y a des choses, en tout cas par sous-catégorie, qui sont peut-être un petit peu à rééquilibrer. Maintenant, comme tu l'as dit, en jeu un petit peu détente, on peut se faire plaisir avec à peu près tout. Ouais, et ça finalement c'est très très cool. Et encore une fois, on est vraiment sur des changements qui sont structurants. On voit que l'éthéré a changé, on voit aussi que justement le domaine de sort a changé, c'est aussi un nouveau décor, enfin je mets un gros guillemet, mais en tout cas c'est l'envie et le fait d'adopter un vrai décor qui fait partie cette fois-ci du livre. Ouais. Globalement, c'est quand même du bon taf qui a été fait par Game Workshop. On va rester dans une armée qui va être forte, de toute façon le Nighthaunt il marche très 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 bien justement sur cette édition. On avait parlé des nerfs successifs tout à l'heure en introduction, mais donc on va quand même globalement tourner autour de 2 unités plus de petits persos qui vont un petit peu synergiser seuls. Complètement. On retrouve les mécaniques qu'on avait avant de désengager charge, course et charge. Pour moi, dans le jeu, de toute façon, il y a quelques mécaniques qui sont extrêmement fortes. Les mouvements hors phase, on en a, c'est très fort. Désengager chargé, c'est très fort. Course et charge, c'est très fort. Quand en plus on a la projection qu'on a en Nighthaunt, c'est monstrueux. Donc voilà, moi je dois avouer que personnellement, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que du point de vue du fait qu'ils aient globalement tout refait. Ça a été vraiment ma doléance en début de V4, c'est-à-dire que les bouquins qui sortaient malheureusement, c'était un peu des reprints d'index. On n'était pas content, on l'a dit. Là, en fait, on a un nouveau bouquin, une nouvelle manière de le jouer. J'avais un petit peu peur qu'avec Khorne, ça soit un élément isolé et qu'on revienne un petit peu dans cette tristesse d'avoir des bouquins qui sont des index. Là, en fait, ça change, et de ce qu'on voit, en tout cas, pour ce qui arrive, c'est le cas. Donc, en tout cas, ça fait super plaisir. Je trouve que ce qu'on commence à vivre, j'allais dire en ce début de V4, mais non, dans cette V4, c'est ce qu'on aurait dû vivre peut-être il y a 6-8 mois, avec moins d'attente. Et alors ça arrive peut-être un peu tard, mais en tout cas c'est super cool que ça arrive. Yes, c'est rigolo, mais encore une fois on en parle aussi dans Warhammer 40 000, même s'il y a eu un démarrage un petit peu meilleur, en tout cas par rapport à 40K, je parle vraiment de la popularité du jeu. C'est toujours après un an en général qu'on se rend compte que ok, ils avaient avec une nouvelle saison, et là on se rend compte où ils voulaient aller, et comme tu viens de le dire, peut-être que ça prend trop de temps, mais en tout cas là ça donne vraiment envie de se réinvestir dans Age of Sigmar, et ça fait vachement plaisir. Complètement d'accord. Moi quand j'ai relu ces bouquins, je me suis dit écoute, il va falloir remettre ton tablier et repartir pour faire des listes. Voilà. Yes, écoute, c'est cool. Un grand merci à toi, Sam, encore une fois de la chaîne Swigert, d'être venu nous présenter cette armée de la mort qui sont les Nighthaunt pour la 4ème édition de Warhammer Age of Sigmar. On espère clairement que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et nous on vous dit à plus les Wargamers.